Informer, éduquer et divertir, ce sont nos missions sur cette émission, mesdames et messieurs. Bonjour, dans cette mission d'éducation, nous abordons une thématique qui va encore vous intéresser. Il s'agit du civisme, c'est-à-dire comment être un bon citoyen dans la société. Une interrogation qui s'impose quand on rencontre dans la ville certains citoyens qui n'ont forcément pas de bonne conduite, qui n'ont pas l'art et la manière de bien se comporter dans la société. Où apprenons-nous à être de bons citoyens? Comment être de bons citoyens et être sûr de respecter évidemment les institutions de la République? Nous en parlons aujourd'hui et voici les profils conviés aux échanges de ce matin. Nous avons appelé des profils super intéressants encore aujourd'hui, comme d'habitude. Je vais appeler en premier lieu Monsieur Guevara Dayou. Il est responsable d'une organisation non gouvernementale. Oui, Monsieur Dayou, venez. Vous allez faire, par ici, vous prenez par ici, voilà. Vous allez faire les débats avec nous, tout nous dire sur comment vous êtes un bon citoyen dans la société. Comment... Allez-y, oui, installez-vous. Suivi de Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou. Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, bonne arrivée, enseignant à la retraite. Nous avons un socio-anthropologue des cultures et sociétés. Il s'agit de Monsieur Maurice Okri Assogba. Vous voyez, donc c'est des sachants qui vont nous dire comment nous devons bien nous comporter dans cette société. C'est là le premier plateau, mesdames et messieurs. En deuxième heure, je vous annonce mes invités. J'aurai Boniek Anagonou, qui est juriste, et également Serge Defodji, qui est spécialiste en éducation. Ce sont là mes invités de cette journée, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous pour les échanges. Vous pouvez contribuer à travers vos messages. Je rejoins mes invités pour démarrer donc notre émission du jour. À tout de suite. T'es comme ça pour avoir Abidjan. Foyer t'es comme ça pour trouver Abidjan. Moi j'ai trouvé pour moi où tout était sucré, sucré. C'est lui avec qui je veux faire mes enfants. Un jour je comprends pas, je vois plus mon bijou. Bijou a commencé, ourou ourou. Voilà depuis de gourmet, on m'a conseillé Kocha. Kocha dit de me gonfler. Kocha dit de le bouder. Il dit, si pas un, tu parles 10. Kocha et Kocha. Kocha, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi, je suivis ton conseil. Oh, mon mari m'a laissé tomber. Kocha et Kocha. Kocha, mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Oh, voilà mes bagages dehors. Kocha et Kocha. Kocha et Kocha. Kocha. Ah, Kocha. Si moi j'ai compris une seule chose, c'est pas tout le monde en écoute. Coaching par-ci, coach par-là, voilà où ça m'a déposé.
Kocha, Kocha, ah Kocha. Il dit, il y a coach et puis il y a Kocha. Toi, tu es quel modèle? Chers invités, bonjour. Vous allez bien? Monsieur Toussaint Sagoufano? 5-5, pas de problème. Merci. Monsieur Dayou Guevara. Oui, bonjour. On prononce bien, je crois. Très bien. D'accord. Et Maurice Okri à Sogba? Oui, bonjour, enchanté. Vous allez bien? Oui. D'accord. Merci d'être avec nous ce matin. Allez, on va y aller. Peut-être je vais commencer par l'enseignant à la retraite, puisque c'est à l'école nous apprend le civisme. Je pense bien. Je ne sais pas si c'est ce que c'est devenu aujourd'hui, mais je pense que c'est toujours d'actualité qu'on l'enseigne aux enfants. Alors, qu'est-ce que le civisme concrètement, pour revisiter un peu ces chapitres de ce... Hein? C'est oui, pourquoi pas. En tout cas du primaire. Oui, du primaire. Le civisme, la façon la plus simple de définir le civisme, c'est le dévouement que l'individu a pour sa patrie. C'est très important. Le dévouement pour la patrie, ça commence d'abord par le dévouement pour la nation. Dans le cas du Bénin, par exemple, nous avons la nation béninoise. Je suis béninois, j'ai du dévouement pour la nation béninoise. Et à un moment donné, la patrie, c'est-à-dire la mère patrie qui m'a vu naître, c'est le Bénin. Je suis prêt à donner toute ma vie pour cette mère patrie. Et c'est ça le civisme. Évidemment, nous sommes à une époque où civisme vu dans ce sens n'est plus tellement civisme tel que nous le voyons aujourd'hui. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que le Béninois pourra être appelé citoyen. Le citoyen, c'est celui qui il est prêt à respecter toutes les règles de civisme. Et tout à l'heure, dans l'évolution du débat, je vais vous montrer qu'il y a au moins 15 valeurs fondamentales qui sont contenues dans la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin. Et ce sont ces 15 valeurs fondamentales qui doivent faire l'objet de la vie de chaque citoyen. Je donne un exemple très simple. Dites-moi. Il y a par exemple la valeur travail. Vous pensez qu'on peut vivre, être un bon citoyen, respecter le civisme lorsqu'on refuse de travailler, qu'on ne veut pas travailler et qu'on préfère rester chez soi? Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Donc il y a certaines valeurs qui sont tout simplement incontournables et ce sont ces valeurs que nous classons parmi les 15 dont nous parlons. Donc voilà de façon vraiment brève et schématisée ce que j'entends par civisme. C'est la même chose avec le patriotisme. Le patriotisme, évidemment, quand vous êtes en plein dans le civisme, vous vous dévouez à votre patrie, donc vous êtes un patriote. Celui qui n'est pas patriote, un apatride, il est prêt même à vendre son pays pour avoir quelque chose pour lui, ou alors à vendre son pays pour d'autres causes, quitte à ce qu'on tue tous ceux qui sont dans le pays. Donc, le patriotisme, le civisme, sont même père, même mère, si on peut le dire comme ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sagofano. Monsieur Sogba, Oui. vous percevez le civisme comment? Vous l'appréhendez comment? Mon collègue tout de suite a donné une définition assez exhaustive du civisme. C'est juste que je vais rajouter à sa définition, non pas un dévouement, plus qu'un dévouement pour sa nation, mais aussi un acte concret qu'une personne doit poser pour son pays, pour le développement de son pays. Je veux dire par là simplement que le civisme n'est pas seulement que juridique, n'est pas le simple fait de respecter les droits et devoirs. Non, ça va bien au-delà du civisme. Ça va bien au-delà du droit de jugement. Ce sont des actes sociaux que l'on pose au quotidien pour pouvoir avoir cette cohésion sociale, pour pouvoir avoir cette harmonie sociale, ce développement social. D'accord. C'est à vous maintenant, hein, Monsieur Dayou. Vous qui êtes également dans l'éducation citoyenne, comment vous vous en sortez avec ce mot civisme, être citoyen? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bien évidemment, nous avons, je voudrais déjà remercier tout le plateau et les différents profils qui sont ici présents.
Et dire que, bien évidemment, quand nous parlons de civisme et d'éducation, il est très important de rappeler que ce n'est pas seulement à l'école qu'on apprend ou on est éduqué. Il y a 3 différents niveaux au cours desquels nous sommes éduqués. Il y a la rue, il y a la maison et il y a bien sûr l'école. Donc, il est très important de savoir qu'il faut fournir tous les efforts possibles, malgré tous les efforts qui sont fournis dans le système éducatif, de ne pas laisser perdre de vue qu'il y a la rue et qu'il y a la maison aussi qui contribuent fortement à ce que nous ayons des citoyens qui soient bien éduqués d'un point de vue civique. Et c'est justement fort de cela que des organisations de la société civile comme les nôtres fournissent beaucoup d'efforts en dehors des efforts qui sont fournis dans le système éducatif, de contribuer activement à éduquer nos citoyens, nos jeunes citoyens et nous-mêmes à travers des projets, bien que la majorité des organisations de la société civile embrassent tous les mêmes projets avec presque les mêmes objectifs et presque les mêmes partenaires, avec des noms qui diffèrent par endroit. Oui. Nous contribuons tous justement à fournir cet effort-là pour avoir des citoyens bien éduqués et qui répondent comme cela se doit aux règles civiques qui s'imposent à nous dans le pays. D'accord. La prochaine question était où, quand et comment. Genre, le où vous l'avez évacué. Parce que vous l'avez dit, c'est pas uniquement à l'école, il y a la rue également et les parents après. Le quand et le comment. On l'a éduqué à être de bons citoyens. Oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a un moment spécifique où on doit être éduqué à être un bon citoyen. À tout moment de la vie, nous sommes éduqués à être un bon citoyen. C'est pour ça que j'ai commencé déjà par la maison, parce que les parents ont un rôle très important à jouer dans l'éducation civique de leurs enfants. Et eux-mêmes, parents, doivent pouvoir être des modèles civiques pour leurs enfants. Je donne un tout petit exemple. Si à la maison, par exemple, nous avons des poubelles, nous devons déjà éduquer nos enfants à avoir le réflexe de jeter les ordures et les déchets dans la poubelle. Pas de les jeter n'importe où, pas de les jeter dans la rue. Et donc, ce faisant déjà, si nous éduquons déjà nos enfants à le faire, forcément, à chaque fois que l'enfant se retrouve à avoir un déchet, il sait qu'il faut le conserver et le déposer dans une poubelle. Donc ça, par exemple, c'est déjà un geste très basique. Apprendre à nos enfants à ne pas brûler les feux tricolores. Parce que ce que nous faisons souvent, c'est que quand le policier, l'agent des forces de l'ordre n'est pas là pour réguler la circulation, on regarde à gauche et à droite et on brûle le feu. Mais si nous apprenons déjà très tôt à ne pas brûler les feux tricolores quand nous voulons emmener nos enfants à l'école, et quand nous apprenons aussi à nos enfants à ne pas brûler les feux tricolores, eux aussi ils vont grandir en ayant déjà ces réflexes-là. Donc, c'est déjà bien de commencer déjà l'éducation par la maison. Ça, c'est des exemples que je donne. Bien sûr. Ensuite, au niveau de la rue, et c'est là où c'est beaucoup plus complexe. Parce que, ayant reçu différentes éducations, on ne peut pas forcément contrôler le message qui est véhiculé par les uns et par les autres. Et je donne souvent, pour exemple, les différentes chansons qui parfois véhiculent des contes valeurs, qui sont jouées ça et là, parfois même par des parents d'élèves, qui se donnent à cœur joie parce que ça leur fait plaisir d'écouter X ou Y. Et maintenant, quand nous arrivons à l'école, il faut aussi que l'éducateur, qui est un dieu pour l'enfant, je peux vous assurer que quand l'enseignant, l'éducateur dit quelque chose à l'école, bien que parfois ce soit erroné, c'est difficile pour toi, parent, de dire à ton enfant que ça, là, c'est une petite coquille qui s'est glissée dans ce qu'on lui a enseigné et il va te dire jamais que c'est le maître qui l'a dit, c'est l'enseignant qui l'a dit et c'est très difficile de redresser la barre. Donc, il faut aussi que au niveau de l'école, bien qu'il y ait déjà des modules de formation dedans, je crois qu'aujourd'hui on parle d'éducation sociale au primaire. Avant, c'était éducation civique et morale, je crois bien, ainsi de suite. Donc, ça a évolué dans le temps. Mais bien qu'il y ait ces modules de formation-là, il faut aussi que les enseignants qui se dévouent à l'éducation de nos enfants et de nous-mêmes citoyens puissent aussi apporter leur contribution. Je sais qu'ils apportent déjà beaucoup, mais ils sont en mesure encore d'apporter davantage. Monsieur Assogba, monsieur Dayo a parlé de modèle. Je vous l'avoue, c'est compliqué d'être un modèle. C'est hyper compliqué. Il a donné également l'exemple des feux tricolores. Mais qui éduque au respect des feux tricolores quand on devient adulte? C'est quand le feu est à l'orange qu'on se presse pour pouvoir circuler. Qui éduque à ça? En fait, voici la question. Est-ce que nous éduquons à ces valeurs? Ou plutôt, nous éduquons plutôt pour que l'enfant grandisse et sauter éduque après?
Bien avant de répondre à votre question, je tenais à préciser un concept, quelque chose d'un peu nouveau. Le civisme, c'est un processus. Disons, c'est un idéal type ou un type idéal. C'est quelque chose que nous apprenons toujours tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous partons de cette terre. Tout le temps, nous sommes dans cette construction sociale du civisme. D'abord, c'était la petite clarification que je voulais apporter. Pour répondre à votre question, qui éduque en réalité? Le collègue l'a dit tout de suite, c'est tantôt la famille, c'est tantôt la société, c'est tantôt les enseignants. C'est surtout même les enseignants d'abord, c'est ce rôle-là qui est dédié d'abord aux enseignants. Ensuite vient en appui la famille et le reste de la société. Mais lui qui est pressé de brûler le feu, parce qu'il a peut-être une urgence ou il n'a pas juste envie d'attendre, je me dis, fondamentalement, il n'a pas eu le temps ou il n'a pas eu la connaissance nécessaire pour savoir que lorsque le feu est rouge, il faut s'arrêter. C'est de sa faute. On le sait tous. C'est de sa faute. C'est de la faute aussi de la société. La société ne lui a pas inculqué ça, qu'il faut s'arrêter. Parce qu'il a donné un très bon exemple tout à l'heure. Nous sommes parents d'élèves, on est pressés, on prend nos enfants, on va à l'école. Pouf, sur la voie, le feu est rouge, on regarde de gauche à droite, il n'y a pas de policier, et puis on s'en va. L'enfant, quand il grandit avec ça, il voit ses parents le faire. Il le fait. Donc, voilà pourquoi je dis, c'est une construction, d'abord, sociale, du civisme, c'est une construction sociale, et ce n'est pas à l'individu seul qu'il revient d'apprendre tout ce qui est bonne pratique, tout ce qui est... C'est à la société de l'apprendre tout ça. D'accord. Société, maison et également école, monsieur Sagofan. Et vous êtes plus dans le registre école. Disons que nous partons du fait que les parents forment, l'école transforme et la rue déforme. C'est hélas ce que nous vivons aujourd'hui. Tout part de la cellule familiale. L'enfant qui est né ne se retrouve pas dans la rue du jour au lendemain. Il part d'abord de la famille, de ce que les parents lui ont inculqué. Si vous avez un papa qui n'est jamais à la maison, qui ne sait même pas comment l'enfant grandit, c'est maman tout le temps qui est à côté, à un moment donné, maman aussi va au marché, confie l'enfant à une domestique, eh bien, salut les dégâts. Il faut que papa et maman soient là pour inculquer le savoir-vivre, le savoir-être et même le savoir-faire d'une façon ou d'une autre à l'enfant. L'enfant qui a l'âge d'aller à l'école le transforme. Il retrouve dans ce que l'école lui dit, ce que ses parents lui ont toujours dit. Donc là, c'est confirmé. Mais quand il est dans la rue, vous allez voir, il y a des sociétés où, quand vous voulez traverser la voie, le motocycliste ou bien celui qui est au volant vous a déjà vu, il respecte le piéton que vous êtes, il s'arrête à 10 mètres, 20 mètres de vous et vous passez calmement. Contrairement à d'autres sociétés comme les nôtres, où celui qui est au volant estime que c'est lui qui est prioritaire sur tous les plans et que si vous, piéton, vous ne savez pas faire, il va vous écrabouiller et puis c'est ça. C'est une question d'éducation. C'est là que je dis que c'est la société ou la rue qui déforme tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Donc, la maison, la famille forme. Évidemment, il faut que parents, père et mère soient très, très imbus de cette activité, ce rôle qui est le leur. Parce que si on ne le sait pas, on se dit, bon, l'enfant est déjà né, il y a à manger, non, il y a du riz, il y a ceci. C'est comme s'il suffit de manger pour être un enfant bien éduqué. Maintenant, quand vous l'envoyez à l'école, il faut que l'État, et c'est là que le rôle de l'État est très important, il faut que l'État s'assure que celui qu'il envoie pour former ses citoyens de demain a reçu lui aussi une bonne formation, tant sur le plan de la formation éducationnelle que sur le plan de la formation pédagogique. Parce que vous ne pouvez pas former si vous n'avez rien à offrir à celui que vous voulez former. Il faut que vous ayez quelque chose avant de pouvoir former. C'est pour cela que je dis, nous sommes dans une société où des enfants de 4e, de 5e, en gros c'est des filles de CM2, de 6e, ils n'ont même pas été suffisamment éduqués. Ils n'ont pas encore eu l'éducation nécessaire qu'ils peuvent inculquer à l'enfant qui va naître. Et voilà déjà qui crée leur société. Que va devenir cette société? Encore là,
Le rôle revient à l'État de tout réguler. Ça donne l'impression que c'est l'État dictateur ou je ne sais pas quoi. Mais on ne peut rien. Omniprésent. Oh, oui, l'État omniprésent, c'est très important. Je ne dis pas que l'État va venir dans vos maisons voir ce que vous mangez, non. Mais lorsqu'on veut rassurer, d'abord, lorsqu'on veut assurer un futur vraiment meilleur pour le pays où on se trouve, il faut penser à demain. Il faut penser à ses progénitures. Il faut commencer à les formater pour que demain, même quand on aura 90 ans et qu'on ne pourra plus lever la tête, qu'on soit sûr qu'il y a des gens qui prennent vraiment le relais et la relève pour que la société ne soit pas une société de délinquants, de bandits, de je ne sais quoi. Donc c'est vraiment délicat. Et c'est pour cela que je remercie vraiment votre chaîne pour mettre de temps en temps ces genres de débats sur le plateau au profit de la société, parce que ceux qui n'ont même pas le temps d'écouter ce qu'on dit ailleurs, lorsqu'ils seront branchés sur E-Télé, je crois qu'ils vont se dire « Ah, mais c'est vrai ce que les gens là disent. » C'est déjà une école ici dont vous ouvrez les portes, et moi je vous remercie franchement pour ça. Ça nous arrange, nous parents, ça nous arrange, nous enseignants, ça nous arrange, nous responsables, parce que ça nous réduit la tâche, ça nous permet de vivre un peu aisément et de pousser un ouf de soulagement après tant d'années passées au service de la jeunesse qui aujourd'hui semble n'avoir pas d'oreille du tout pour ce qui est rigueur, pour ce qui est éducation, pour ce qui est enseignement. La seule oreille que la jeunesse a, c'est l'Android. Et là, je vous assure... C'est l'imitation du moment qu'il impose, et les parents semblent aussi dépassés. Les parents sont malheureusement dépassés et les parents vont jusqu'à dire, bon, excusez-moi de dire ça en fond, hein, mais c'est une aberration. Il n'y a pas de Gberounoukou quand l'enfant peut prendre son couteau pour dire papa, mais si tu branches encore, moi je te zigouille. Ah bon, ou bien papa, on va dire, et Toussaint, tu ne m'as pas donné mon argent aujourd'hui, mon enfant va me dire Toussaint. On est en Afrique, on n'est pas en France. Non, on n'est pas en France. C'est vrai. C'est pas notre société, ça. Lorsqu'il sera en France avec des gens qui disent Charles, Mariette, ça va maman, mais tu ne m'as pas donné. Là, il va faire ça là-bas. Mais ici, papa, maman, mémé, tata, tanti, grand-maman, c'est ça. Et ça fait partie justement de notre quotidien, de notre vie, de notre équilibre social. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint. Monsieur Dayou, quelles sont ces valeurs-là que nous devons apprendre concrètement à ceux pour qui nous sommes des éducateurs et des modèles pour qu'une fois dans la société, puissent bien jouer leur rôle de citoyen? Non, mais il y a des valeurs quand même qui sont très fondamentales et qui sont, je vais dire, primaires. Déjà, le respect des lois qui sont définies et votées dans une république ou dans un pays doit forcément être de premier ordre. Donc, on doit leur apprendre justement ça. Mais pour leur apprendre ça, il faut qu'ils connaissent le contenu de ces lois. Et c'est là, malheureusement, que beaucoup d'entre nous péchons, parce que bien que nous soyons allés à l'école et qu'une infime partie, parce que si on doit réellement voir le taux d'alphabétisation, on va se rendre compte que beaucoup de nos populations ne sont pas aussi alphabétisées que ça. Mais le peu qui est alphabétisé ne connaît forcément pas tous ses droits et devoirs. Donc c'est déjà là le premier problème que nous avons. Donc même les parents ne connaissent pas leurs droits et devoirs. L'enfant a des droits et des devoirs. Bon, moi je ne vais pas revenir sur le contenu de ces différentes lois, si elles sont adaptées aux réalités africaines ou pas. Mais je vais d'abord sur le principe il y a des lois dans la République et qu'il faut respecter. Maintenant, en dehors de ça, il y a la ponctualité, qui est une valeur fondamentale et primordiale que nous devons inculquer à nos enfants. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un programme d'activité, qu'on a un rendez-vous, on a etc. à 7 heures, et que c'est à 9 heures qu'on commence, et après, pour commencer, on dit excusez-nous pour le léger retard. Alors que le retard n'est pas léger. Vous connaissez l'heure béninoise? Voilà, donc il n'y a pas d'heure béninoise. Il y a une heure. Et si c'est au Bénin, il y a une heure béninoise. Oui, et nous nous plaisons tous à le dire. Hein. Je crois, c'est pas pour verser dans la polémique, il y a quelques mois, je crois que c'était en 2022, il y avait eu un événement culturel où
le premier citoyen du pays est venu à l'heure. Ouais. Et quand il est venu, il a contrôlé l'heure d'arrivée des gens et il leur disait, mais c'est pas à l'heure là. Et je crois que quand le premier citoyen commence par porter des messages forts comme ça va inciter au fait ses collaborateurs et tout le reste au fait à suivre le pas. Et comme je le dis, c'est pas pour verser dans la polémique, je prends juste ce qui est bien. Et c'est ces exemples-là que moi je cite. Absolument. Absolument. Où est la polémique dans la ponctualité? Bon, c'est une question. Mais Non, là, la polémique pourrait revenir sur le fait que ce soit l'exemple que j'ai cité. C'est pour ça qu'il disait ça. Ah d'accord, ok, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, en dehors de ces valeurs-là, le respect de la parole donnée. Donc, il y a plein d'autres valeurs que nous pouvons passer toute la journée à citer. Mais moi, je préfère m'en arrêter au respect de la loi, au respect de la ponctualité, le respect de la parole donnée. Voilà ces trois valeurs-là que moi, je peux citer par exemple. Et je crois qu'avec le plateau, on aura encore d'autres valeurs qui vont très bien développer. Oui, Monsieur Assogba, c'est à vous. Je dirais le respect des anciens, le respect de l'âge. Vous savez, en milieu adja, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de royauté en milieu adja. Mais vous savez sur quoi les gens se fondent pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir respecter? Vous allez Sur nous le dire. l'âge. Le droit d'aînesse. Sur le droit d'aînesse. Une fois que vous arrivez à respecter l'âge, vous arrivez à considérer cet âge, alors on commence à fabriquer de bons citoyens. Tout passe par l'âge, par le respect dû à l'âge. Le citoyen, bon, on a donné plusieurs exemples. Hein. L'enfant dans la rue, surtout ici à Cotonou, il vous voit, peu importe votre âge, que vous soyez plus âgé que lui, ce n'est pas son problème, il est capable de vous insulter. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fabrique un bon citoyen? Je dirais naturellement non. La fabrique du citoyen commence aussi par le respect dû à l'âge. Pour moi, c'est l'une des valeurs les plus fondamentales. Il n'y a pas de droit dans nos sociétés traditionnelles, il n'y a pas de droit écrit. Ça n'existe même pas. Mais il y a des normes. Et la première norme, c'est le respect de l'âge. Ok, mais il a parlé également de droit, c'est des voies. Certes, il n'y a pas de droit écrit, vous l'avez précisé tout à l'heure, mais il faudrait qu'on sache ces droits-là. On n'est pas avec, on est forcé de nous l'apprendre en réalité. Oui, bon, nos États hybrides parce qu'il y a une coexistence de droits positifs et puis de nos droits traditionnels. Nos États hybrides ont beaucoup plus jeté leur dévolu sur ce droit positif-là. Sur ce droit positif, ben, nulle part dans le droit, il est écrit que tu dois respecter ton aîné. Nulle part. Hein. Je ne pense pas. Hein. Ben, je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle le droit d'aînesse. Dans la loi? Je crois. Je ne veux pas dire oui catégorique parce que je commence aussi à douter, mais je vais quand même être un peu réservé. Bon, à moins que quelqu'un vienne me prouver que ça existe, mais bon. On aura un juriste, je vais lui poser la question. Je vais lui poser la question. Dans nos États hybrides où coexistent tous ces deux différents types de normes, différents types de lois, de droits, tout ça, l'État a jeté beaucoup plus son dévolu, comme je disais, sur le droit positif. Ben, c'est ce droit positif-là qui, plus ou moins, régule nos comportements en société. Bien sûr. Mais, juste à côté, nous avons nos droits. Nous avons nos normes. Et ces normes ont beaucoup plus de valeur que ce droit positif-là. Le collègue tout à l'heure avait dit qu'il n'a pas envie de polémiquer sur est-ce que les lois faites ici sont vraiment applicables à la réalité. Cependant, il a jeté le pavé dans la mer en montrant quand même du doigt plus ou moins qu'il y a une certaine inadaptation des droits positifs aux réalités socio-anthropologiques africaines. Donc, c'est juste un peu pour répondre à votre question. D'accord. Monsieur Sagofano, qui évalue la citoyenneté de l'autre? D'abord, je vais étayer un peu ce qu'il dit en donnant l'exemple d'une communauté de Igbo au Nigeria. Quel que soit là où vous êtes à une réunion ou bien à une manifestation, quel que soit le tohu-bohu que vous occasionnez, lorsque quelqu'un dit « The elders are coming », tout le monde se tait. Tout le monde se tait et regarde dans la direction de celui qui a dit « The elders are coming ». Ça veut dire quoi? Les aînés arrivent. Ou bien il se lève, il dit, vous faites du chahut par exemple. Au lieu de dire « taisez-vous », il vous dit «
Hi, the elders are here. Les aînés sont ici. Il a suffi de ce mot de aîné pour que toute la société, les intellectuels, les analphabètes, les lettrés, tous se conforment au respect de cette attitude qui consiste à garder le silence. C'est pour vous donner l'exemple de notre tradition qui doit continuer de s'imposer dans ce qu'elle a de positif. C'est incontournable d'ailleurs. Aujourd'hui en Chine, aujourd'hui en Corée, ou enfin pas en Corée, au Vietnam, la tradition est encore totalement ancrée dans la vie, malgré tout ce qu'ils ont comme, au Japon par exemple, malgré tout ce qu'ils ont comme technologie, avancée technologique. Mais le Premier ministre, quand il arrive dans un milieu, il estime qu'il y a parmi eux, parmi ceux qui l'attendent, des aînés à lui, il y a des gens plus âgés que lui, ses parents. Alors c'est Oshore Irimashita, il se baisse. Il est Premier ministre coréen, pardon, japonais, avec toute la technologie. Mais il y a le respect qu'impose la tradition qui continue de gérer leur vie. Et ça ne va que pour le mieux. Maintenant, quand vous parlez de la question que vous avez posée, par exemple, vous savez, la situation est telle qu'aujourd'hui, le ministère du Travail et de la fonction publique est en train d'élaborer des textes pour ramener dans le système éducatif l'éducation à la citoyenneté. C'est capital, c'est magnifique le travail qui se fait et qui va peut-être d'ici quelques mois être mis sur le marché parce que le gouvernement et le ministère se sont mis ensemble. Enfin, le gouvernement, à travers ce ministère, a choisi de tout faire pour que depuis la maternelle, on commence à enseigner les valeurs. Et c'est capital. Il n'est pas dit que, bon, maternelle, c'est des enfants, il faut les laisser. Les enfants de la maternelle savent manipuler le portable. De la maternelle, je dis. Alors, pourquoi ne pas attendre, pourquoi vouloir attendre qu'ils soient au primaire ou bien au secondaire avant de dire, bon, maintenant, on va leur enseigner le droit, les valeurs. Les valeurs dont nous parlons. Je vais vous citer rapidement les valeurs qui sont officiellement mises dans les textes béninois. Il y a le premier d'ailleurs qui est incontournable. Si on avait la possibilité de respecter cette valeur jusqu'au bout, on serait tous heureux. C'est l'amour, le tout premier, la toute première valeur. Donc il y a l'amour, il y a le sens élevé de responsabilité, il y a le travail, il y a l'abnégation, la justice, la dignité, l'intégrité, la vérité, la solidarité, la paix, la liberté, l'audace, l'excellence et la préservation de la vie. Tout à l'heure, je pourrais mettre la liste à votre disposition parce que c'est incontournable. Les 15 valeurs-là renferment tout ce que nous avons dit. Le droit, enfin le respect de l'aîné, le respect du travail bien fait, ainsi de suite. Donc, lorsque vous commencez à enseigner tout ceci, les premiers contrôleurs de cette valeur-là, c'est d'abord à la maison. Papa doit pouvoir regarder son enfant pour voir si entre eux d'abord enfants, ils s'aiment, ils s'amusent bien. Il n'y a pas de rancune, de bagarre et de violence. Ça fait un. Est-ce que ces enfants-là respectent leur maman et leur papa? Donc le premier contrôleur, c'est à la maison. À l'école, le maître qui, je suppose, est bien éduqué, est sérieux, est digne et intègre, il doit pouvoir veiller sur les enfants. Le maître n'est pas seulement celui qui dit A plus A égale B, 3 plus 3 égale 5. Non, le maître instruit, mais il doit éduquer. S'il n'est pas un enseignant éducateur, il y a encore à faire. C'est capital. Donc, le maître contrôle, même dans la cour de récréation. Moi, je me rappelle, on mettait des gens dans des coins pour dire, bon, toi, tu surveilles cette zone, toi, tu surveilles cette zone, de sorte qu'après les cours, après la classe, il y a encore le suivi du maître, même dans la cour de récréation. Et quand on sonne, chacun retrouve sa classe. Le secondaire aussi, il faudrait que l'administration ne soit pas seulement là pour dire, bon, il faut qu'il réussisse au bac, hein, il faut qu'il réussisse au BPC, hein, il faut que l'administration veille. S'il y a des élèves qui, entre eux, ça me rappelle le cas d'un groupe de 2 élèves, et pendant que le professeur, la dame a même fait une crise ce jour-là, parce qu'elle ne s'attendait pas à voir une situation pareille. Elle faisait son cours avec toute la passion qu'elle avait en elle en tant que professeur certifié d'histoire géo. Et pendant qu'elle faisait le cours, elle voyait une main, enfin 2 élèves étaient comme ceci, mais l'autre avait constamment la main en bas. L'autre avait constamment le coup d'œil qu'il jetait. Elle s'est dit par curiosité, allons voir ce qui se passe. Elle va là-bas, elle voit que les 2 étaient en train de suivre un film pornographique à la... Sur quoi? Sur le le téléphone? Sur le téléphone portable.
D'abord, la première réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle a perdu son souffle. Elle ne s'imaginait pas que des élèves puissent faire ça en classe, en la présence de leur professeur. Donc, quand elle a signé à l'administration, bon, évidemment, les sanctions s'en sont suivies. C'est pour dire que le maître, le professeur, l'administration sont les arbitres qui doivent veiller à cela. Quitte à ce que dans la rue maintenant, contrairement à ce qui se passait autrefois, si mon enfant sort et que M. Daou le rencontre et qu'il fait un faux pas ou bien il injurie quelqu'un, il lui est loisible de le gifler, de le corriger. Et si jamais il vient à la maison en pleurant, mais il ne peut même pas. Parce que s'il vient en pleurant et qu'on sait qu'il a, comme on dit enfant, il a gâté notre nom, c'est-à-dire il nous a honnis, il nous a humiliés en faisant preuve d'une mauvaise éducation dehors. S'il le dit, mais on va le tabasser correctement. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Vous faites ça, on dit droit de l'homme, droit d'enfant, droit de ceci. Et puis il y a tellement de droits, de lois. Donc, mais il faut que dans la rue, les aînés puissent, sans trop d'inquiétude, faire des reproches. À défaut que ce soit les aînés, la police, la mairie, enfin les agents des collectivités, c'est des gens qui ont quand même des autorités. S'ils le regardent faire et qu'ils disent vraiment la vie là, non. Il faut pouvoir gérer cette société partout où on est. Parce que ce que je vous dis, je vous le jure, hein, si vous allez aux États-Unis, ce que moi j'ai vu dans le Kansas, je prie l'Éternel pour que ce développement n'arrive jamais chez nous. Si c'est ça le développement... Vous n'en voulez pas? Non, je n'en veux pas. Donc, les enfants conformes, un enfant peut se lever aujourd'hui, prendre une mitraillette, venir dans un établissement ici, bombarder tout le monde, et puis jeter l'arme, et puis dire, yeah, it is done. C'est fait. Mais c'est quelle société ça? C'est un autre monde. C'est complètement un autre Vraiment. monde. Monsieur Dayu, voilà autant de valeurs. Vous en avez cité également quelques-unes. Mais où avons-nous raté le coche pour qu'il y ait des déviances concrètement dans cette société? D'accord. Très bonne question. Merci. Mais avant d'aller sur cette question, je comprends que les droits de l'homme ont été indexés. Et vous en êtes un défenseur. Je me devais. En tant que de membre de la revenir société civile, rapidement je le dessus. sais. Oui. Non, en réalité, je crois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de déviance à un moment donné dans le fait de faire des sévices corporels à l'endroit des enfants, que des mesures ont été prises. Je ne crois pas que ceux qui ont voté ces différentes lois-là étaient dans l'intention, au fait, d'éviter que nos enfants soient éduqués, mais il faut qu'on ait le courage de reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de déviance dans le fait d'appliquer des sévices corporels aux enfants. Et c'est ça justement qui a amené à prendre les dispositions qui se devaient. Je comprends que nous, parents, ça nous est difficile parfois parce qu'on se rend compte que on peut être amené en prison ou être privé de notre liberté parce que nous aurons voulu mieux éduquer nos enfants. Et de l'autre côté, si l'enfant n'est pas bien éduqué et qu'il commet aussi des impairs dans la société, c'est nous, parents, qui allons répondre. Mais bon, malheureusement, c'est que certains ont tellement usé de ce droit-là que finalement, on nous l'a restreint. Donc, on va devoir l'utiliser comme cela se doit. Ben, maintenant, pour revenir au fait où nous avons raté le coach, bon, je ne sais pas. Je ne veux pas jeter le tort sur une génération au détriment d'une autre. Mais je reste convaincu que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont sûrement dû trouver que nos parents aussi, à un moment donné, ça n'allait pas. Et mieux aujourd'hui, nos parents trouvent qu'avec nous, notre génération, ça ne va pas. Et nous remarquons qu'avec la génération qui nous suit, ça ne va pas. Et c'est Chinua Achebe qui a écrit cet ouvrage très intéressant, Le monde s'effondre. Things fall apart. À chaque génération qu'il vient, et avec la modernisation qui nous englobe, qui nous mondialise, voilà, la mondialisation, on se rend compte au fait que différentes cultures sont en train de faire de l'influence sur notre culture, et ce faisant, au fait, La nôtre est si faible, je ne vous coupe pas, la nôtre est si malléable. Est-ce qu'on va dire que la nôtre est malléable? Tout dépend, au fait, de ce que nous avons bien voulu faire de notre culture.
moi, je viens d'une culture et je m'efforce chaque jour que Dieu fait d'inculquer cette culture-là à mes enfants. Mais dans le même côté, tu as des voisins, tu as des amis, tu as des parents qui forcément veulent inculquer un autre type de culture autre que la leur à leurs enfants. Mais tu ne peux pas les forcer à inculquer forcément leur culture d'origine à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, on subit les médias qui jouent un rôle très important dedans. Les médias hier étaient pas aussi accessibles qu'ils le sont aujourd'hui, puisque avant il fallait allumer la télé. La télé ne fonctionnait pas 24 heures sur 24, elle fonctionnait 8 heures, 6 heures 12 sur heures. 24, 12 heures sur 24. On n'avait que sensiblement ORTB dans le temps. Après, les chaînes privées sont venues. Et quand les chaînes privées sont venues, la première chaîne privée a essayé de fonctionner un peu après là, qu'on n'avait pas fait 24 heures sur 24, ainsi de suite, les autres chaînes sont venues. Mais aujourd'hui, c'est que les médias nous sont tellement accessibles avec nos smartphones, Téléphone, ouais. de sorte au fait que même les messages qui sont véhiculés à travers ces médias-là ne peuvent plus forcément être contrôlés par les parents. Donc, forcément, notre culture subit une forte influence de la part de cultures étrangères. Et comme je le dis, je ne veux pas jeter la pierre ou la responsabilité sur une génération, mais je reste convaincu que de génération en génération, chaque génération dira que la génération qui la succède, ça va pire. de mal en pire. Donc c'est ce que je peux dire. Monsieur Sogwa, pardon, ou avant de raccourrir le coach, c'est la question actuellement. Parce que quand on veut apprendre notre culture, on prend la substance, le substrat, le positif, pour pouvoir l'appliquer. Mais quand on prend, vous avez indexé certainement à la mondialisation, quand on prend tout de go, là, on s'efface au détriment de cette nouvelle ère. Vous avez dit on prend. Je suis un peu plus nuancé, je dis on devrait prendre. Voilà, je suis un peu plus nuancé. Tout à l'heure, quand je parlais dans mon intervention, je dis dans nos états hybrides. Mais nos états hybrides sont nés de ce que nous avons appelé le modernisme. La modernisation à outrance. Vous savez, si nous étions comme avant, si nous étions nous-mêmes, si nous étions vent debout avec tout ce que nous possédons comme valeur intrinsèque, culture, je pense que beaucoup de choses auraient pu être évitées. J'en veux pour preuve, et nos collègues, les collègues ici sur le plateau ont très bien narré beaucoup d'histoires. Par exemple au Kansas, où tous les enfants, tous les citoyens lambda des armes peuvent posséder des armes. Et progressivement au Bénin, nous constatons que l'éducation est en berne. L'éducation en berne. Le mot, il est fort. Hein? Ben, oui, il est fort. Ben, pour décrire une situation... Je veux être sûr que vous l'avez employé à dessein. Oui, l'éducation est en berne. Bon, ce n'est pas l'enseignant qui est ici qui vous dit le contraire. Il l'a remarqué tout au long de sa carrière. Pratiquement dans aucune école publique, les cours d'instruction civique ou les cours d'éducation civique et morale sont faits. Pratiquement. Ça n'existe plus. Il y a une autre forme, je pense. Hein. Dans les écoles ça n'a pas publiques disparu, je crois. Oui, il y a doit avoir l'éducation une forme, sociale. non? Oui, l'éducation sociale. Ça C'est dans s'appelle toutes les l'éducation écoles, vous sociale. pensez? Ah, bon. Moi, je n'ai pas fait un sondage. Moi, je suis aussi sondage. enseignant d'éducation civique et morale. Voilà. Du coup, j'ai eu la latitude de constater que tout ce qui était comme rigueur, comme on nous a enseigné quand nous étions encore à l'école, que nos enseignants nous ont appris quand nous étions à l'école, toute cette rigueur est en train de s'étioler, en train de s'effriter. Et au fur et à mesure, nous avons des enfants qui, lorsqu'ils sont libérés de l'école, lorsqu'ils ne sont plus à l'école, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Pas de suivi à la maison, ou le seul suivi qui est à la maison, c'est la nounou ou peut-être le répétiteur qui vient. Mais je vous pose la question. Bon, je nous pose la question. Vous êtes sûr que nous fabriquons de bons citoyens? Désolé, c'est vous qui devez me poser des questions. Non, Donc, toutes ces valeurs que nous avons en temps sont en train de s'effriter, sont en train de s'effriter. Et ce qui pose aujourd'hui un problème d'identité. On ne sait même plus qui nous sommes.
Nous sommes un peu comme la chauve-souris qui n'est ni mammifère, ni oiseau. Donc nous sommes là comme ça, nous sommes en train de patauger à la recherche d'un équilibre. Bon, pour l'instant, c'est un peu ça. Est-ce que ça n'arrive qu'à nous? Est-ce que ça C'est n'arrive qu'à dans nous? les autres également sociétés africaines? Oui, c'est pratiquement toutes les sociétés africaines. Hein. C'est pratiquement toutes les sociétés africaines. Bon, vous savez, le poids de la médiatisation des autres sociétés, des sociétés exogènes, est tellement forte, ce poids est tellement fort que nous, intérieurement et progressivement, Nous subissons en fait. voilà, ensuite. Bon, je vous donne un exemple simple. C'est un peu banal, hein, c'est un peu banal. Je vais dans un ministère où on dit stop à la corruption. Vous savez, l'image qui est sur stop à la corruption, c'est l'image d'un blanc. Je donne un exemple simple, hein, c'est l'image d'un blanc. Bon, j'ai été un peu surpris, j'ai dit, mais ça s'adresse quand même à des noirs. Hein. Mais pourquoi c'est l'image d'un blanc? En fait, on a véhiculé une autre image. On a tellement surexposé cette image que nous sommes en train de nous conformer. Si on ne fait pas ça, c'est que ce n'est pas bien. S'ils le font, c'est que c'est bien. Nous aussi, on devrait le faire. Et c'est ce qui donne un peu cette abatardisation, comme le disait Amadou Kourouma, de nos sociétés. D'accord. Monsieur Sagofano. Oui, mais vous voyez, je vais encore réitérer mes remerciements pour ce que vous faites. Vous avez suscité des choses chez des gens qui s'y connaissent et ça doit... Je suis sûr que devant les écrans de télévision, par rapport à cette émission, des gens seraient en train de dire... Vraiment. Les gens seraient en train de méditer. C'est sérieux. Quand vous parlez de où est-ce que nous avons raté le coach, mais je vous dirais, on l'a raté d'abord dans la famille. On l'a raté d'abord dans la famille, où les gens estiment que papa, il est trop rigoureux. Maman dit à son enfant, ah bon, finéo, ouais. Dès qu'il y a cette hypocrisie-là, où la femme, même si elle n'est pas d'accord avec papa, elle devrait, avec papa, dire la même chose à l'enfant, quitte à voir papa après pour dire, papa, il faut mettre de l'eau dans ton vin, s'il te plaît. Et là, il y aura une seule voix pour éduquer l'enfant et non deux voix discordantes. Le déraillement a commencé là déjà. Ça fait un. Deuxièmement, lorsqu'on pense que le monde a suffisamment évolué et que du temps de nos parents, on faisait ci et ça, et que maintenant on ne doit pas faire ça, on est en train de mettre une boîte de lait concentré sucré dans un seau d'eau. Ça n'aura aucun goût. C'est dilué totalement. Mais il faut conserver la concentration là. Tout à l'heure, vous avez fait appel à un cas très, très remarquable. C'est-à-dire, l'exagération dans la punition, dans la rigueur, a fait qu'on a pris des lois restrictives de la liberté des parents. C'est vrai. Il faut réorienter cette rigueur-là. Il faut voir, parce que c'est rare qu'un parent, s'il est vraiment normal et qu'il a ses deux pieds, qu'il n'est pas un extraterrestre, c'est rare qu'il ait choisi de tuer son propre enfant en le matraquant. Non, parfois on prend le bâton pour faire peur, on tape et on tape mal. Et ça tombe sur un endroit qui peut être suicidaire pour l'enfant. On doit réglementer ça, mais dire par exemple, plus jamais de châtiment corporel, 3 points de suspension. Je ne vais pas venir sur ce débat. Mais dans une famille où il n'y a pas de rigueur, vous allez constater dans les écoles, pour les 31 années que moi j'ai passées en tant qu'enseignant, en tant que directeur, c'est toujours facile de voir les enfants qui viennent d'un ménage où il y a la rigueur, où il y a le suivi. Vous voyez ces enfants quand ils arrivent, bonjour monsieur, bonjour directeur, bonjour monsieur le professeur. Et puis avec leur sac au dos, ils vont droit à leur place dans la classe. Vous voyez d'autres, ils sont là en train de flâner, de flagorner, ils ne savent même pas où se trouve leur classe. Et quand ils voient tout le monde aller vers la classe, ils vont là-bas. Et quand ils vous voient, bonjour monsieur, si vous avez la chance, ils vous saluent. Sinon c'est bonjour monsieur. Ou bien ils passent, ils vous regardent. Vous dites, mais toi, viens ici. Monsieur, il y a quoi? Monsieur, c'est quoi? Vous voyez, ça là c'est différent. L'autre n'aura jamais, parce que depuis la maison, on lui a inculqué de la rigueur. Et cette rigueur le suit au point où il pense même que dans l'école, la rigueur de papa là est encore là. Donc, tout part de la cellule nucléaire qu'est la famille. Pour moi, c'est capital la famille. C'est pour cela que quand une famille est disloquée, les premiers à plaindre, c'est les enfants de cette famille où papa et maman
se giflent à longueur de journée, où papa et maman ont fini par se séparer. Ces enfants, même s'ils mangent et ils regardent la télé, ils sont traumatisés à vie. Donc, la famille d'abord. Maintenant, à l'école, il faudrait que les autorités chargées de la gestion de l'école encadrent autrement plus pour que la rigueur soit connue de tout le monde. La dernière fois, j'ai vu dans une école où je faisais une inspection, et le surveillant est venu avec ce que vous appelez palmatoire là. Il est rentré dans la classe, il a appelé un élève, il dit, toi, viens ici. La première réaction de l'élève, c'est quoi? Monsieur, le châtiment corporel est interdit? Mais c'est grave. Moi, jusqu'en terminale, je prenais encore des fessiers. Ah, ben écoutez. Dans un privé. Ah, bon, et ça vous a formé? Je prenais encore des fessiers jusqu'en terminale. Ça n'est pas pour vous tuer, c'est pour réglementer les choses. Il y a une école que je ne vais pas citer, mais où la rigueur est telle que, à 8h moins 5, sur le portail, je pense que c'est l'école. C'est l'école que j'ai fréquentée. On ferme le portail à 8h. Oui, mais l'élève, il n'y a pas un seul élève qui soit dehors à 8h moins 5, 8h moins 10. Tout le monde est déjà dedans. Et quelqu'un qui arrive au portail à 8h moins 10, bien que ce soit ouvert, il tremblote. Il tremble. Parce que la rigueur là est telle. Et le surveillant même à l'entrée de ce portail-là. Donc, ça a réglementé beaucoup de choses. Les cours commencent à l'heure. Quand on dit personne ne sort avant telle heure, quand les cours finissent, on va dans une salle là pour s'asseoir et lire quelque chose. Si on ne réglemente pas les choses comme ça et qu'on n'évite pas le suivisme qui nous fait croire que ce qui se fait là-bas, dans l'Hexagone, c'est ça le modèle à suivre, alors là, on aura des problèmes. Maintenant, quand on parle de société qui a évolué, où nous faisons du suivisme, les seules sociétés africaines aujourd'hui où on sent quand même la vie africaine, où on sent la dignité, comment je vais appeler ça, l'identité culturelle africaine. Vous allez peut-être en Papouasie, Nouvelle-Guinée, vous allez dans certaines régions sud-africaines. Et quand nous, Africains, même nous-mêmes là, nous qui avons été totalement formatés par les Blancs, quand on les voit, on dit, oh, mais comment maintenant les glétans, regardez-moi ceux-là, ils n'ont pas évolué, hein. Alors que c'est nous qui avons mal évolué. Ceux-là, ils ont gardé leur tradition, ils ont évolué. Il y a des danses rituelles qui se font, il y a des folklores, je ne sais pas. Mais nous, là, franchement, je remercie mon frère là, pour ce qu'il a dit tout à l'heure. On est totalement formaté, de sorte que le Béninois aujourd'hui, le plus grand problème qu'il a, ce n'est pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de manger. Non, c'est dans sa tête. Son cerveau a été trituré de telle façon que c'est passé de la boule d'Akassa à la boule de Lio Camblado, pratiquement. C'est pas le cerveau qu'il faut. C'est vrai que quand on va à l'école, ah superbe, on est les meilleurs, on est très bon en Afrique, mais très bon pour devenir ce que je vois là-bas, où on peut gifler son président. Non, écoutez, il faut revoir notre société. Moi, personnellement, j'ai l'impression que je suis en train de laisser une société moribonde. Et je me dis, mais si je vais voir le Père éternel, il va me dire, mais toi, quand tu es resté là-bas tout le temps, qu'est-ce que tu as fait? C'est pour cela que je vous remercie de me donner la parole pour qu'il sache que je fais quelque chose quand même. Que vous avez dit quelque chose pour vous dédommager tout au long, il a raconté ça. Alors, je sais que M. Daï va revenir sur le châtiment corporel et je veux déjà préciser, parce que j'ai manqué de le dire, c'est vrai qu'il y a certaines déviances qu'on a voulu encadrer. Ouais. Parce que dans les bastonnades, les enfants prennent des coups, peut-être par mégarde, et puis des fois ça leur est fatal. Donc c'est pour encadrer tout ça. Je vous ai dédommagé. Enfin, j'ai essayé d'équilibrer. C'est déjà bien. Vous avez la parole. D'accord, merci. C'est vrai que le sujet ne tourne pas autour du châtiment corporel. Non. Mais il est quand même bon de revenir dessus parce que pendant longtemps, dans nos sociétés africaines, ça a été un levier d'éducation. Ça a permis quand même d'éduquer beaucoup de générations. Bon, qu'on le veuille ou non, les psychologues aussi nous diront que ça a eu ses déviances. Mais moi, je me rappelle encore, j'ai fait le primaire dans une école publique de Cotonou. Au CI, déjà le maître, à 100 mètres ou à 50 mètres de l'école, on reconnaissait le bruit de sa moto. Donc ça, déjà, ça nous disciplinait dans la classe. Parce que quand il vient et qu'il y a des ordres, non, franchement, vous en aurez pour... Vous allez en voir de toutes les couleurs. Il y a même un autre, on l'appelait maître gaucher, lui, quand lui prend la lanière qui te tape, toi-même là, tu es... Ante, comme le disent les Voilà. Donc, oui, nous avons été confrontés à ce genre de situation. Mais dans le même temps, il y a d'autres qui ont été confrontés à ce genre de situation, mais pour qui ça n'a pas bien tourné. Bien sûr. Ouais. Et qu'on le veuille ou non,
châtiment corporel ou pas? Est-ce qu'il faut le maintenir dans l'éducation ou pas? C'est vrai, cette réalité-là existe. Et on est d'autant plus confronté aujourd'hui, comme je le dis, parce que c'est un dilemme. Si le parent échoue à l'éducation de son enfant, c'est lui qui est responsable. Mais si en voulant éduquer son enfant, il lui applique des châtiments corporels, c'est lui qui est responsable. Donc, en réalité, on se retrouve dans un dilemme où est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Bon, maintenant, si on vous attrape, bon, vous allez gérer. Voilà, justement. Si on ne vous attrape pas, bon, tant mieux. Mais moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Donc, si on vous attrape, vous allez en répondre. Ça, c'est ce que je peux dire. Donc, voilà. Les parents sont confrontés à un dilemme pour ces histoires de châtiment corporel. Mais est-ce que c'est la forme la plus recommandée aujourd'hui pour éduquer nos enfants? Je pense que nous pouvons aussi élever le débat et aller vers d'autres formes de punition qui sont un peu plus soft. Par exemple, nous savons que nos enfants aiment regarder la télévision, aiment regarder les dessins animés, aiment regarder les films, etc. Donc, nous pouvons aller à des punitions où nous leur disons... Privatives. Voilà, durant cette journée, vous ne suivez plus la télé, vous ne suivez plus les dessins animés. Nous prenons les dispositions pour les empêcher de le suivre. Et je peux vous assurer que ça peut leur permettre de se discipliner. Hein. Si je le dis, c'est parce que moi, je l'applique. Je l'applique. Bon, pour les autres, je ne peux pas tout dire ici sur le plateau parce que je suis défenseur des droits de l'homme. Mais j'applique au moins ces punitions soft-là parce que c'est les punitions que nous pouvons le faire. Vous savez que l'enfant aime faire quelque chose. Prenez les dispositions pour le priver de cette chose-là qui prend plaisir à le faire. Ça lui permet d'éviter de faire certaines choses qui peuvent être parfois après considérées comme déviantes dans la société. D'accord. Il est 9 heures. On doit changer de plateau parce que d'autres doivent s'installer. Donc, certains vont nous quitter. Monsieur Dayou qui a autre chose à faire également, Monsieur Assoba. Alors, je vais vous poser la question. Comment alors être... C'est vrai qu'on a essayé de poser le diagnostic, de comprendre maintenant comment être un bon citoyen dans la société. On va finir avec vous, avec ça. D'accord. Comment être un bon citoyen dans la société? Il faut déjà, comme je le dis et je l'ai dit durant toute l'émission, il faut pouvoir respecter les lois et devoirs qui ont été définis pour réglementer la vie en société. Mais en dehors de ça, nous sommes revenus largement sur le respect des anciens qui fait partie de l'ancrage culturel de chez nous, de nos cultures africaines. Respecter les anciens. Et bien évidemment, si nous n'avons pas ce respect des anciens-là, bien évidemment, nous allons passer à côté de certaines choses. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des anciens qui ne sont pas parfois sérieux. Mais cela n'empêche qu'il faut pouvoir avoir le respect des anciens. Merci beaucoup à vous pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Et nous souhaitons beaucoup de courage à tous les parents, à tous les éducateurs, et qui n'abandonnent pas, beaucoup d'abnégation à eux et surtout du courage. Merci. Merci. Un instant. Monsieur Assogba, sur la même question, puisque vous devez nous... Ouais, je vais me faire un peu peut-être plus modeste. Je n'ai pas la panacée. Hein. Je n'ai pas la panacée au problème. Je peux juste émettre des pistes de réflexion, des hypothèses. C'est l'objectif. Ben oui, le collègue l'a déjà dit tantôt, respectez d'abord les anciens. Moi, je pense que c'est l'une des valeurs les plus fondamentales et les plus cardinales. Respecter les anciens, respecter l'âge. Ensuite, respecter les normes. Bon, excusez, je ne dis pas le droit, je dis les normes. Les normes. Oui, je ne dis pas le droit, je dis les normes. Les normes, c'est beaucoup plus, je dirais, explicite. Le droit, c'est un peu trop implicite. Ouais. Voilà, les normes sont beaucoup plus explicites. C'est ce qui est de chez nous. Voilà. Donc, à refaire tout aussi à cette endogénéité, voilà, je pense que c'est l'une des pistes que je peux pour l'instant avancer. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Assogba Okri Maurice. Vous êtes socio-anthropologue des sociétés et cultures. Monsieur Dayou Guevara de la société civile, précisément responsable d'une organisation non gouvernementale. Et puis, il faut respecter les aînés. Nous allons laisser l'aîné en place.
Ça, c'est tout à fait normal. Merci. Parce qu'on est... on a rien de... Je n'aurais pas voulu que les chers là se séparent de moi. Ah non, il y a d'autres jeunes qui vont vous rejoindre. Pour cette fois-ci, pour qu'on parle des droits, concrètement, on a essayé de brosser un peu les devoirs. On va parler maintenant des droits. Comment connaître ces droits? Parce qu'on va nous appliquer, nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, comment connaître ces lois? Alors que, M. Dayu le disait, nous sommes majoritairement analphabètes. Ouais. Donc, ce sont un peu les pistes que nous allons évoquer avec M. Bouendia Kanagonu, qui est juriste, et M. Sef Defouji, qui est spécialiste en éducation. M. Dayu et M. Assogba nous quittent. Je les raccompagne avec cette autre voix de notre ancien. Et je vous dis à tout de suite. On appelle civisme le dévouement envers la collectivité, l'État et la participation régulière à ces activités, notamment par l'exercice du droit de vote. Est-ce qu'on en est conscient? Pas évident. Je vais dire, c'est un système d'éduquer, un système d'éducation. Être civilisé. Quand on dit civisme, quelqu'un qui n'est pas civilisé, ça veut dire que ça lui manque de civisme. Dans les sociétés, quand on observe quelqu'un, on voit que sa façon de faire est différente des autres. Là, celui-ci n'est pas civilisé. Hein. Donc ça part de la maison. C'est-à-dire c'est le premier pas d'être civilisé, c'est à la maison. Le civisme, c'est le respect de l'ensemble des règles et convenances de la cité. La compréhension que nous pouvons avoir de la citoyenneté est un peu plus complexe. Le mot civisme est lié à l'autre mot citoyen et que civisme dérive du latin civis qui signifie citoyen. Mais citoyen, on dira, c'est l'habitant de la cité, le membre de la cité. Et la cité, il faut comprendre la collectivité, le groupe humain auquel on appartient. Et pour que le citoyen s'acquitte pleinement de leurs devoirs envers la société, des règles sont établies. Lorsque le citoyen respecte ses lois, il devient un bon citoyen. S'adresser à quelqu'un qui est un peu supérieur à toi, par exemple, même la personne, même s'il n'est pas mon papa, la manière de le saluer, ma manière de s'adresser à lui, il saura que celui-là, c'est quelqu'un qui est un bon citoyen. Tu ne paies pas d'impôts. Tu ne vas pas à l'élection. Donc, tu n'es pas un bon citoyen. Tu es dans un état. Donc, un bon citoyen doit être quelqu'un qui doit répondre à ses devoirs. Pour être un bon citoyen, il faut savoir qu'il y a des règles qui régissent la communauté dans laquelle nous sommes. Donc il faut respecter toutes les règles que nous nous sommes fixées. En parlant de règles, je vais parler des lois. Tout pays a une constitution, a des lois. Donc pour être un bon citoyen, il faut respecter toutes ces règles. Non, un bon citoyen, c'est un citoyen qui respecte les règles de la cité. Par exemple, le code de la route, toutes les règles, les interdictions fixées par l'État, il se doit de respecter ça. On ne naît pas avec un comportement civique, on est plutôt avec beaucoup de traits naturels, mais le civisme, comme plusieurs de nos traits culturels, est un produit de l'éducation. Celui qu'il faut pour nous apprendre, ou nous enseigner sur ce que c'est que le civisme, ça ne peut qu'être les hommes de droit. Ça ne peut qu'être les hommes de droit. Il faut connaître le droit pour savoir l'enseigner aux autres. Donc je veux citer les avocats, les procureurs, les agents de sécurité tels que les policiers avec lesquels nous sommes tout le temps. Le civisme est un apprentissage. C'est le résultat d'une éducation. L'école est un instrument pour nous l'apprendre. Mais l'école n'est pas le lieu exclusif. Toute la société doit être une école du civisme. Nos représentants qui sont chargés de le faire ne peuvent pas considérer que leur rôle est terminé lorsqu'ils votent les lois et laissent d'autres nous dire « nul n'est censé ignorer la loi ». La vulgarisation de la loi ne doit pas se limiter seulement aux élèves dans les écoles
aux étudiants dans les facultés de droit, la vulgarisation de la loi concerne la société tout entière. Donc, les groupes associatifs doivent considérer aussi que c'est une de leurs tâches de former le citoyen à la vie civique. Les formations politiques, les partis politiques doivent être aussi des écoles d'éducation civique. Mais la loi, lorsque elle est pensée et votée, elle s'impose aux citoyens par la contrainte de l'État, par les moyens de répression dont l'État dispose. Tu enfreins la loi, tu vas en prison. En tout cas, il y a quelque chose pour te tirer les oreilles. Mais la violence étatique seule ne consolide pas le civisme. Il faut que la loi elle-même soit juste. Si la loi est édictée, votée contre l'intérêt général de la collectivité, elle va s'imposer pendant un temps, mais elle sera remise en cause inévitablement par ceux qui la subissent. C'est pourquoi dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des sociétés, il y a des moments où les populations qui vivent sur nos lois se révoltent. Il y a des moments que ces populations se soulèvent et renversent tout le régime existant. Donc, ceux qui pensent et éditent la loi doivent savoir qu'ils sont les représentants de l'intérêt général et non les représentants d'une minorité, d'un groupe d'intérêts particuliers qui pensent aux moyens de la répression s'imposer indéfiniment à la majorité sociale. La majorité sociale, j'ai souvent dit, la majorité sociale, ce n'est pas encore la majorité parlementaire. La majorité sociale, c'est lorsqu'on fait l'étude de la société, les couches sociales qui sont les plus nombreuses. C'est les salariés de divers ordres, c'est les petits commerçants, c'est aussi nos enfants qui sont dans les universités, les étudiants, parce qu'à l'université, ils apprennent les techniques et les sciences pour servir la société et ils ne vont pas vieillir étudiants. D'ici là, ils sortiront de l'université pour servir la société. Donc quand je dis de pas de majorité sociale, je pense à tout ce monde-là. Il incombe à tous de faire de son mieux afin de vivre en harmonie avec son entourage et de respecter les lois étatiques. C'est le devoir d'un bon citoyen. Bonjour, nouveaux entrants. Bonjour. Vous allez bien? Ça va super bien. Monsieur Anagono, juriste, bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup. Et Monsieur Defodji, spécialiste en éducation, bonne arrivée à vous aussi. Alors, c'est le second plateau, donc cela veut dire qu'on a démarré avant vous. Alors, vous allez également opiner sur l'aspect déjà évoqué avant qu'on en vienne au droit. Le civisme pour vous, Monsieur Defodji. Merci d'abord de l'invitation. C'est un sujet assez sensible et qui mérite qu'on nourrisse assez de réflexion autour, parce que c'est un peu plus ou moins la base qui construit réellement une nation. Une nation, ne vous étonnez pas, un État n'est pas systématiquement une nation. Un État, c'est un pays. Mais lorsqu'on parle de la nation, on fait référence au peuple. Et la nation a certains traits. Quels sont ces traits-là? Quand on pose la question, on dit la nation, c'est une communauté d'hommes et qui ont conscience, en réalité, de l'unité, qui ont la volonté de vivre ensemble. Et donc, quelles sont les choses, les comportements que les individus qui sont dans un État peuvent adopter pour construire la nation. Et c'est en cela qu'on en vient à parler du civisme.
Et le civisme parle en réalité de quoi? Du respect des lois du pays. Il parle en réalité de votre contribution aux dépenses publiques. Il parle en réalité de l'union, de l'unité de ce pays-là. Et donc, le civisme interpelle l'individu sur sa responsabilité à construire la nation, c'est-à-dire à faire de son pays une nation. Et si on veut analyser un peu ce sujet-là, si on veut comparer, on dit, est-ce qu'au Bénin, nous sommes une nation? Je crois que la question va être posée et on va beaucoup réfléchir par rapport à ça. Parce que, ma foi, ce n'est pas, nous ne donnons pas l'impression d'être un État. Parce que les lois qu'on s'est prescrites nous-mêmes là, est-ce qu'on les respecte? Est-ce que le Béninois aujourd'hui a l'esprit de l'unité, a conscience de l'unité? Est-ce que le Béninois aujourd'hui a la volonté de vivre ensemble? Quand on se pose ces questions-là, on se demande si nous sommes une nation. Et si nous ne sommes pas une nation, ça veut dire que le niveau du civisme du pays est bas et il a des choses à corriger. Justement, dans cette correction-là, comment il faudrait être un bon citoyen? Ce sera la question qui va suivre. Comment être un bon citoyen? C'est ça, on a commencé déjà par dire. C'est d'abord lorsque vous savez, vous avez conscience de votre titre de citoyen. De votre titre de citoyen. C'est important. Le titre de citoyen vous confère un certain nombre de prérogatives et en même temps un certain nombre de droits. Lorsque vous êtes un citoyen dans un pays, vous bénéficiez de certains droits, comme par exemple des droits civiques et politiques. Mais en dehors de cela, vous avez des devoirs. Et c'est ces devoirs-là qui fait appel, bien évidemment, au civisme. Le civisme ici, pour être un bon citoyen, ça dit, vous devez forcément avoir la volonté de vivre ensemble. Vous devez apprendre à respecter, parce qu'il y a trois comportements fondamentaux que nous connaissons en termes en tout cas, si on veut parler du bon citoyen, on parle de quoi? Primo, du civisme. Parce que le civisme, d'ailleurs, c'est un pan, c'est juste un pan du bon citoyen. Ça ne regroupe pas, comment on appelle? Je vais dire, on dit bon citoyen, le civisme seul ne résulte pas. Il y a le civisme, il y a la civilité et il y a l'unité. Donc, lorsque vous avez les notions, vous pratiquez le civisme, comme on le dit, et vous faites de la civilité. Faire de la civilité, c'est de respecter les lois de son pays. Et l'unité qui vient à la fin dit que, même si vous n'êtes pas d'accord avec un gouvernement, ceux qui sont sur place, lorsqu'il s'agit du pays, vous devez en réalité mettre cela en avant, faire taire vos querelles intestines et mettre Aujourd'hui, lorsque les écureuils en marche, nous entendons beaucoup de personnes qui nourrissent, qui méditent sur l'échec de l'équipe nationale, parce que selon eux, si l'équipe échoue, c'est par exemple le gouvernement en place qui échoue. Ce n'est pas l'esprit d'une nation, ça. Bon, c'est pas forcément l'idée. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Lorsqu'on parle de nation, lorsqu'on parle de l'unité, et vous voyez le Béninois trouve que son pays est dernier en tout, presque en tout. Le Béninois voit même son pays du haut. Le Béninois trouve que le Bénin n'est pas encore un État à part entière, mais que c'est un État entièrement à part. Et par conséquent, pas tous. Pas tous. Je veux parler de... Mais il faut la grande majorité pour construire l'État. Lorsqu'il s'agit d'un problème de l'État béninois avec un autre État, quelle est ta position? Tout de suite, tu dois te ranger derrière. Lorsqu'on parle, par exemple, de la fête du 1er août, qui n'est pas la fête d'un gouvernement, ça devait réunir tout le monde. Aucun prétexte ne peut justifier le fait que vous occupez des postes dans la République et que vous manquez de pareilles occasions. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui confèrent le caractère du citoyen ou du bon citoyen à un individu. D'accord, c'est bien dit. Monsieur Anagono, comment être un bon citoyen? Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour la question. Angèle, ça me suffit. Avant de répondre,
à votre question, si vous le permettez, je constate la présence d'un père à nos côtés, ma foi. Ah, je ne l'ai pas présenté. Il s'appelle Monsieur Toussaint Sagofano. Monsieur Toussaint enseignant à la retraite. Enseignant à la retraite. Voilà, donc, la présence d'un père qui, ma foi, ils ont la journée consacrée, n'est-ce pas, à la célébration de ces héros-là, est passée récemment. Donc, permettez que je leur dise, à travers le père qui est à nos côtés, que je leur dise bonne fête. Parce que vous comprenez avec moi que ce sont des héros. Je vous l'ai dit la dernière fois que moi, mon père, c'est mon Dieu sur terre. Et le monsieur qui n'a pas eu le courage ou qui n'a jamais eu la facilité d'aller s'acheter une bière pour la simple raison que ses enfants doivent réussir. Et donc, je lui vaux un respect profond. Donc, à travers vous, je souhaite à tous les pères bonne fête. Ceci étant, la question que vous posez rappelle à une sorte de formalisme. Je voudrais qu'on soit terre à terre pour permettre au dernier des citoyens qui ne comprend absolument rien du tout de comprendre quand même ce dont on parle aujourd'hui. Alors, le citoyen, c'est qui? Le citoyen, c'est celui à qui l'État reconnaît ce droit-là, ce titre-là. Alors, dès lors que l'État vous reconnaît comme étant son citoyen, vous venez d'avoir votre droit. Vous venez d'avoir votre droit. Vous êtes né dans un pays, l'État vous donne un acte de naissance, vous reconnaît comme étant citoyen de ce pays-là. Vous venez d'avoir votre droit. Alors, votre droit fait appel à des devoirs envers cet État-là. Pour être terre à terre, ce droit-là fait appel à des devoirs envers cet État. Vous devez protéger cet État désormais. Vous devez le protéger. Le protéger, faire appel à une certaine posture. Et cette posture, c'est ça qui fait appel maintenant au caractère du citoyen bon que vous êtes appelé à être pour protéger cet État-là. Parce que protéger l'État, c'est se comporter de sorte à ne pas compromettre le vivre ensemble au sein de cet État-là. C'est faire ce qui doit être fait, c'est respecter les normes édictées au sein de cet État pour permettre à chacun d'entre nous de bien vivre. Donc, répondre directement à votre question, qu'est de savoir, c'est-à-dire comment être un bon citoyen ou bien qu'est-ce qu'un bon citoyen. Le bon citoyen, c'est celui qui ne remet pas en cause l'ordre normal des choses, c'est celui qui se comporte de sorte à ne pas compromettre notre vivre ensemble, simplement. Super. D'accord. Si tel en est le cas, comment ne pas compromettre sera la question que je vais vous poser. Absolument, pour ne pas compromettre le vivre ensemble, nous sommes tous béninois, n'est-ce pas? Oui. Il y a des règles dans la République. Bien sûr. Chacun respecte les règles. Est-ce que nous connaissons tous les règles? On est censé ne pas les ignorer. Et pour ne pas les ignorer, il faut aller à la recherche de l'information. Qui nous les apprend? Pardon? Qui nous les apprend? Non, mais l'État, écoutez, l'État, dans son organisation, dans son essence, dans sa volonté de faire en sorte que chacun puisse respecter les règles de la nation, l'État fait en sorte de les distiller à travers un certain nombre de programmes. Déjà, quand vous allez à l'école, pour ceux qui y vont, et de l'autre côté, nos parents sont les meilleures écoles que nous avons eues dans notre pays, il faut le dire ouvertement. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il y a deux niveaux de compréhension de la chose. À la maison, déjà, lors de l'éducation, en tout cas moi, mes parents, avant même que je n'aille à l'école, je savais déjà ce qui est bien, ce qui est mal. Absolument. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'avoir les tests de loi écrits, encore que tout le monde n'est pas instruit, de les avoir, de les lire avant de comprendre que ceci c'est mauvais, ceci c'est bon. Donc à la maison déjà, nous avons été éduqués de sorte à savoir que on ne vole pas le bien d'autrui, on n'embête pas l'autre, on le respecte, on respecte son opinion, on respecte sa différence, on respecte exactement tout ce qui lui fait plaisir et en retour, celui-là aussi est obligé de vous respecter. S'il ne le fait pas, vous faites référence au pouvoir public qui tape du poing sur la table. C'est simple. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas, c'est d'ailleurs pourquoi on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que tout le monde est à l'école qu'on le dit. C'est parce qu'on sait que déjà dans la cellule familiale, eh bien, il y a un background qui vous est légué par vos parents. Vous comprenez un peu? Donc, à partir de cet instant, vous savez que vous êtes dans une république, la république fonctionne sur des règles et des normes, vous devez les respecter. Un point, c'est tout. Vous allez au-delà, la loi, le pouvoir public vous rappelle à l'ordre tout de suite. Vous avez mis sur le tapis les basiques. Absolument. Dans l'application, il y a les plus complexes. Et les plus complexes, on n'est pas également censé les ignorer.
Absolument. Bah, en fait, quand vous parlez des plus complexes, ça dit que c'est... Il y a des trucs qui sont clairs et nets. Ça dit que... Pas toujours. Hein. Non, la plupart des règles que l'on doit suivre, n'est-ce pas, pour être un bon citoyen au sein d'une communauté, c'est des basiques. C'est-à-dire que je vous respecte, vous me respectez. Je ne vole pas votre bien, vous ne volez pas mon bien. Et je ne rentre pas dans votre sillon, vous ne rentrez pas dans mon sillon. Et ça dit que je respecte votre différence. Vous êtes chrétien, catholique, je respecte cette différence-là. Je suis chrétien, évangélique, vous respectez ça aussi. Vous comprenez un peu. Ça dit qu'on ne se fait pas de mal. Chacun reste dans la limite de ses capacités. Là où finit, moi, mes droits commencent pour vous, simplement. Ça dit qu'on se respecte calmement. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Ça, c'est les basiques, ça. Quand vous voulez aller au-delà, eh bien, vous êtes obligé de vous instruire. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt d'éducation à la maison et ensuite l'instruction à l'école. Vous êtes d'accord avec moi que c'est quand vous allez à l'école, c'est quand vous vous êtes formé, c'est quand vous avez des compétences dans un domaine que vous cherchez maintenant à aller au-delà. Et là, vous êtes obligé donc de prendre connaissance de ce qui règle, c'est ce qui régit cette compétence que vous voulez exprimer. Sinon que les basiques, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Nos parents sont les vraies écoles d'ailleurs de la République. Il faut le dire à haute voix, à haute et intelligible voix. Parce qu'il ne m'a pas fallu à moi d'aller à l'école avant de savoir qu'il faut telle chose pour qu'on puisse bien vivre. Déjà dans la cellule familiale. Et ce n'est que ce que nous vivons dans la cellule familiale qu'on transporte au sein de la grande communauté. C'est pourquoi il y a des enfants qui sont bien éduqués. Il y a des enfants, quand vous les voyez dans la société, même s'ils ne sont pas instruits, vous savez que ces enfants-là sont bien éduqués. Et il y a des enfants qui vont d'ailleurs à l'école et qui sont très mal, qui se comportent très mal au sein de la société, qui sont catégoriquement à l'opposé de ce que nos parents nous ont enseigné. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur l'instruction seule pour parler d'éducation, mais je dis, c'est déjà dès la base que, évidemment, nos parents nous ont légué un certain nombre de valeurs et c'est ces valeurs-là que nous exprimons au sein de la société. Et quand on cherche maintenant à aller au-delà, on va à l'école, on s'instruit. Et quand vous rentrez dans un domaine, vous êtes obligé de prendre connaissance des règles qui régissent évidemment le domaine et vous évoluez. Sinon, qui devrait en principe pas avoir de problème? Mais il y a des problèmes. Absolument, il y en a. Voilà ce que vous avez, ce qu'a présenté tout à l'heure M. Anagono, ça semble facile. Alors, pourquoi il y a des complications dans la société? Il a dit on ne vole pas, mais les gens volent. On ne doit pas peut-être s'en prendre à la religion de l'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi cette déviance? Je vais vous poser la question en tant que spécialiste de l'éducation, M. Defoji. Non, mais écoutez, il faut dire que même au temps de nos parents, il y a toujours ces genres de déviance. La loi existe pour cadrer les choses. Mais il faut que chaque parent, il faut que chaque famille puisse jouer convenablement son rôle. Et lorsque les familles jouent leur rôle comme cela se doit, ça va diminuer considérablement ces déviances-là. Il a dit, il a insisté, la famille constitue la première cellule d'éducation. Et c'est la base, c'est le soubassement. Lorsque l'enfant reçoit la bonne éducation depuis la maison, même à l'âge de 5 ans, il peut faire le distinguo entre le bien et le mal. Il sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est très important. Nous l'avons dit la dernière fois et on peut encore le répéter ici. La famille, même le rôle, l'autre comportement qui confère le titre de bon citoyen à un individu, c'est aussi sa contribution aux dépenses publiques en payant par exemple ses taxes et impôts. Ça là, déjà dans le cocon familial, ça peut être enseigné. Parce qu'on dit à l'enfant qu'on ne gagne d'argent qu'à la sueur de ses fronts. Et il a conscience que si l'État doit répondre à certaines exigences publiques, que l'État n'a pas quelque part où il s'en va chercher l'argent, mais que c'est les individus qui devront contribuer à cela. C'est une éducation. Ailleurs, sur d'autres cieux, les gens, on n'a pas besoin de déranger les gens avant qu'à la fin du mois, qu'ils aillent payer par eux-mêmes l'impôt ou les taxes. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point au Bénin. Les gens n'ont pas la culture d'aller payer l'impôt, les taxes, c'est comme si c'est une corvée. Et donc, c'est tout ça réuni. Il faut encore aller à la base et inviter les parents sur leur rôle.
c'est le premier rôle. C'est à eux de jouer le premier rôle. Ensuite, nous allons parler de l'école qui, d'une manière ou d'une autre, moi je pourrais me permettre de le dire, n'enseigne pas encore les mauvais comportements. Même si d'autres comportements s'entremêlent, parce que c'est la réunion de plusieurs comportements à l'école. Mais il y a quand même une directive qui essaie d'une manière ou d'une autre de donner une bonne voie sur le plan éducatif, bien évidemment, à l'enfant. Et de sorte à ce que la troisième cellule, qui n'est rien d'autre que la rue, la société, même si cette société advenait à influencer sur l'éducation, ou bien je vais dire, de sorte à ce que cette éducation de la société ne puisse pas influencer, ne puisse pas influencer. Il a dit, il a insisté, et je l'avais dit la dernière fois. Moi, je n'avais pas eu besoin de recevoir des cours sur l'irréputation avant de savoir ce que je peux faire sur Internet. Mon papa m'a donné une éducation transversale. Et je me retrouve dans n'importe quel système. Je sais comment m'adapter pour paraître un bon élève, pour paraître un bon citoyen. Et c'est le plus important. Ce n'est pas l'école qui m'a donné cela. C'est pour ça on peut revenir là-dessus et insister, montrer que pour être un bon citoyen et pour même connaître la loi dont nous parlons, c'est les résumés que nous avons dans la société. Et tout ce qu'on vote même à l'Assemblée nationale chaque jour, c'est le résumé des lois de la société. Ce que nous vivons au quotidien. Ou autrefois, il y a d'autres manières de les apprécier, il y a d'autres manières de les condamner, et aujourd'hui on les met dedans. Donc vous pouvez ne pas connaître exactement la sanction qui va avec telle punition, mais vous savez à l'idée que ça, c'est interdit par la loi. Et c'est le plus important. Si vous êtes animé par cet esprit, vous allez respecter naturellement les choses. Et monsieur Anagono a déjà fait le résumé. Lorsque vous savez que si on m'insulte, ça me fait mal, pourquoi vous allez insulter l'autre? Lorsque vous savez que c'est souvent un peu gênant, lorsque vous êtes quelque part, quelqu'un vient, ne te salue pas, c'est bizarre. Mais toi, à ton tour, tu vois quelqu'un aussi assis quelque part, tu ne le salues pas. Est-ce que c'est bien? Lorsque toi, tu te dis que c'est ton église qui est la meilleure église, ou bien c'est ta religion, pour être au plus ce qui est la meilleure religion. Mais l'autre aussi, c'est sa meilleure religion. Lorsque tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu es en déphasage avec ce que même ta religion t'enseigne. C'est basique. Si vous avez ces notions-là de la famille, il n'y a pas de raison pour que vous ne respectiez pas les lois de votre pays. La civilité en ce moment-là vient tout naturellement. Le civisme s'installe et vous l'exprimez sans effort. Et l'unité même, parce que c'est ça on a dit, la volonté de vivre ensemble. La conscience de l'unité. Vous dites, c'est comme, vous voyez, les gens qui viennent des mêmes ethnies, par exemple. Systématiquement, lorsque vous vous retrouvez à Cotonou, et en parlant avec Anagono, il me faisait comprendre que il a senti peut-être dans mon accent que je suis Marie. Ça dit, automatiquement, s'il voit que je suis en danger, il viendra défendre son frère. C'est l'esprit de l'unité qui amène, c'est la conscience de l'unité, c'est la volonté de vivre ensemble qui amène à cela. Et tout ça, c'est à la maison. Nous avons des familles aujourd'hui où, même si le grand frère voit son petit frère, quand on est en train de tabasser son petit frère dans la rue, il peut le dépasser. Parce qu'il dit, il ne me reste pas à la maison. C'est basique. Si déjà, entre frères, même père, même mère, tu vois ton frère en difficulté et tu le dépasses, qu'en serait-il du cas des autres que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam? Le problème est là. Et c'est basique. Si la famille, qui constitue la première série d'éducation, joue convenablement son rôle, c'est pour ça qu'il faut interpeller encore ces familles-là qui ont démissionné de prendre encore la décision de commencer par jouer convenablement leur rôle. Pour rebondir rapidement. Oui, rebondissez, moi je vous pose ma question. Un point, c'est que, comme je vous l'ai dit, nos parents sont les référents absolus en la matière.
Et quand je le dis, moi, j'ai la chair de poule. Moi, je n'ai pas eu besoin d'aller à l'école avant d'apprendre qu'il faut payer quelque chose pour, si vous voulez d'un bien là. Vous devez payer, vous devez contribuer. Parce que déjà, dès le bas âge, moi, quand je réclamais une basket, mais on m'apprenait à cotiser un peu de mon petit déjeuner. Et c'est quand j'ai une partie que je peux aller présenter à mon père pour lui dire, bon, écoute, monsieur, il faut me compléter un peu pour que je puisse acheter. C'est-à-dire, cette culture-là... Là, vous faites référence à l'impôt? Absolument. Okay. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'on doit prendre nos parents comme les référents absolus en la matière. Le bon citoyen, là, on ne le devient pas. Hein. On est bon citoyen. Ah. Oui. Parce que déjà, dès votre enfance, vos parents vous moulent. C'est-à-dire que vous êtes moulés comme ça. Vous êtes transformés, vous êtes formatés comme ça. Alors, dès lors que vous affrontez maintenant la société, les choses deviennent plus faciles. Et quand nous sommes sur le plateau, c'est parce que nous voulons envoyer un message. Bien sûr. On ne va pas prendre les quelques récalcitrants là, hein, qui ne veulent pas comprendre la chose pour faire la règle. Nous, on ne peut qu'envoyer le bon message. Ça dit, les parents jouent leur rôle. Après, on va dans les écoles. Et après, on est livré à nous-mêmes. Mais ce n'est pas souvent ce que l'école nous enseigne que nous exprimons. C'est ce que nos parents nous ont légué comme valeur. C'est ça que nous exprimons. C'est pourquoi quand vous passez, l'on doit vous demander à Messi Vicanier. C'est ça la réalité. Messi Vicane, ça dit que tu n'es que le reflet de ce qu'est ton parent. Absolument. Vous comprenez un peu. Donc c'est dire que ce dont Serge parle, la cellule familiale nous l'enseigne. Et nous l'a enseigné. Et nous l'exprimons aujourd'hui. Donc, pour payer ces impôts aujourd'hui, ça ne devrait pas être un problème lorsque quand vous êtes petit, on vous apprend à cotiser avant d'avoir un bien. Donc, aujourd'hui, quand nous réclamons les routes, les hôpitaux, quand je venais, même ce matin, je l'ai dit, quand je venais de Calavi, je me disais, mais il doit aller de Calavi, c'est-à-dire on n'a pas de route à Calavi. Mais ça veut dire que quand je fais ces réclamations-là, je dois être en mesure de contribuer pour permettre à l'État d'agir. C'est tout. Donc, on doit beaucoup plus prendre soin, n'est-ce pas, et beaucoup plus envoyer de messages à nos parents qui le savent déjà. Il y en a qui ont démissionné pour peut-être un peu de résistance de la part des enfants qui ont totalement démissionné. Et ces enfants constituent pour la plupart à la longue des cas sociaux pour la République. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, je pense que l'État doit plus mettre les moyens sur les sensibilisations, que les parents continuent, malgré les cas de résistance qu'il y a. Puisqu'il y en a des cas de résistance des enfants qui refusent catégoriquement d'accepter l'éducation que leur donnent leurs parents et préfèrent l'éducation de la rue, préfèrent l'éducation des amis qui ne sont rien devenus dans la République. Et ces parents-là, on doit davantage les encourager à continuer dans cette œuvre qui n'est que sacerdotale parce qu'on ne peut pas les payer pour ça, à travailler, à produire pour la République et pour la communauté de bonnes personnes pour que ce pays-là puisse véritablement décoller. L'exception confirmant la règle, c'est vrai. Les parents sont nos modèles, sont nos dieux chutés et tout. Mais il y a des parents qui se mettent en spectacle contre même et vont contre les règles même de la République. Je vais vous donner un exemple au chapitre politique. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux. Où vous savez tout ce qui s'est passé avant les dernières législatives où il a été question d'impôts. Je ne vais pas indexer quelqu'un, mais vous voyez là où je veux en venir. Oui. Quand des parents se donnent en spectacle, un mauvais exemple comme ça, en matière d'impôts, quelle éducation nous donnons? C'est ça la question. Le problème, c'est que... C'est politique, c'est ça? Non, ce n'est pas politique. Et c'est toujours dans la citoyenneté. C'est toujours dans les corollaires de la citoyenneté. Alors, quand l'État vous donne le droit d'être son citoyen, quand la communauté vous confère le droit d'être son citoyen, et ce droit-là interpelle vos devoirs, et que vous cherchez maintenant à gérer la chose publique. Vous cherchez à gérer la chose publique. C'est-à-dire vous décidez de nous conduire nous tous, de conduire notre destin nous tous. Et que vous refusez de vous conformer aux règles de la République, ça pose un problème. Et c'est la question qui mérite peut-être d'être posée, de savoir quel est l'impact des politiques, peut-être l'impact des politiques sur le caractère d'un citoyen bon. C'est-à-dire que quel est l'exemple que nous allons pouvoir suivre au sein même de nos politiques, de nos hommes politiques, pour peut-être permettre à certaines personnes d'être davantage de bons citoyens. Et tous les politiciens ne sont pas les mêmes. Il y en a, ma foi, qui ont payé leur impôt, qui ont eu le quitus fiscal. Ça veut dire qu'a priori, je ne suis pas dans le secret des dieux,
Mais a priori, il y en a qui sont de bons citoyens, ne serait-ce qu'à l'égard donc des impôts. Par contre, il y a également, ça veut dire que ceux-là constituent des exemples à suivre pour la jeune génération que nous sommes. Ça veut dire que si moi, en tant que citoyen, moi, je ne gère rien du tout de la République. Je ne gère pas le patrimoine de la République. Je ne gère pas l'argent de la République. Je ne prends pas un salaire de la République. C'est ce que je fais, c'est ce qui me nourrit. Et dans ce que je fais qui me nourrit, là, moi, j'arrive à payer l'impôt. Qu'en est-il de ceux qui reçoivent ou perçoivent quelque chose de l'État? Vous comprenez un peu? Donc, ceux-là qui respectent la République et qui payent leurs impôts en gérant la chose publique, on doit leur vouer, n'est-ce pas, un grand respect et ils constituent des exemples à suivre pour la jeune génération que nous sommes. Donc, ils nous incitent davantage à être de bons citoyens. Donc, par contre... On ignore les mauvais? Non, par contre, ceux-là qui gèrent la chose publique ou qui aspirent à gérer la chose publique, mais qui ne respectent pas déjà les basiques de la République, ne sont en aucun cas des exemples à suivre. Et on doit les combattre. Ces types de personnes, ces types de politiciens doivent être combattus. Je crois que le gouvernement actuel, on peut tout lui reprocher, sauf sur ce problème-là, qui, ma foi, fait appel aussi au problème de corruption, etc. Aujourd'hui, vous tombez dedans, vous êtes frappé avec la dernière rigueur. Et il n'y a pas d'opposant dedans, il n'y a pas de mouvancier dedans, même le frère du chef de l'État. Vous avez appris ça, non? Un militaire talon, là, il est en prison. Hein? Donc, tout le monde y passe. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que le gouvernement en place fait quand même beaucoup d'efforts pour que les gens comprennent qu'il faut respecter la chose publique. C'est aussi l'un des caractères du bon citoyen. Le respect de la chose publique. Ce qui nous appartient à nous tous là. Vous devez respecter ça. Vous êtes où? Vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais vous n'avez pas le droit de gâter, de détruire ce qui nous appartient à nous tous. Et ne pas payer votre impôt et prétendre nous diriger, c'est que vous détruisez les fondements de la République. Ce type de politiciens doit être combattu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Ça veut dire que les populations qui nous regardent aujourd'hui doivent pouvoir faire la part des choses, même si la grande majorité est analphabète. Mais nous qui sommes quand même des leaders dans nos zones, des gens et un tout petit peu éclairés dans nos zones, on va pouvoir leur dire, bon, écoutez, celui que vous voulez plébisciter là, lui-même ne respecte pas la République. Quel mandat voulez lui donner? Absolument. Donc c'est le travail là que nous allons faire. Ceux qui le font seront soutenus et constitueront donc des exemples. Et ceux qui ne le font pas seront combattus pour que tout le monde sache que c'est de mauvais citoyens qui prétendent nous diriger. D'accord. Merci beaucoup, M. Boignac Anagono. Monsieur, je ne vous ai pas oublié, M. Sagofano. J'ai beaucoup de questions pour vous, mais je voudrais qu'il se prononce un peu vu que nous avons eu une heure tout à l'heure. M. Defodji, on va appliquer à un citoyen qui a cette mauvaise habitude de faire ses besoins dans la nature, la loi de on n'a plus le droit, au nom de l'hygiène publique. Mais il va revendiquer la chose publique de nous tous, en réalité. Là, mauvais ou bon citoyen au nom de la chose publique? C'est un mauvais citoyen. On ne va pas réfléchir avant de le dire. C'est assez déplorable. Hein. Lorsque vous avez votre parcelle, c'est un peu un exemple similaire. Vous avez acquis votre parcelle, c'est votre parcelle à vous devant la loi. Et vous laissez un citoyen en difficulté, vous lui demandez d'être d'abord sur la parcelle, de travailler un peu. Si vous le laissez au bout de 2 ans, il peut dire que c'est sa chose. Lorsqu'il y a un espace, c'est pour ça qu'on dit la nature a horreur de vide. Et l'individu s'installe dessus et il veut faire par exemple ses besoins-là. Tu l'interpelles, il dit tout est à Rosuton. Mais là, ce sont des mauvais comportements. Des mauvais comportements ne font pas des bons comportements. Et c'est déplorable. Vous l'avez dit, le problème est... L'exemple que vous voulez donner là, l'exemple sur le plan politique est tellement palpable. Et ça devait beaucoup nous interpeller. Parce que c'est ça qui parfois amène les gens à confondre les gouvernants de l'État. L'État n'est pas les gouvernants. Les gouvernants ne sont pas l'État. Les gouvernants ne sont que des exécutifs. Les dirigeants passent, les hommes passent, mais l'État reste. Absolument. Et il faut avoir cela l'idée. Et donc respecter, par exemple, les lois de la société, les lois de l'État, ce n'est pas respecter forcément le gouvernement entre griffes, mais c'est respecter en réalité son État. Nous sommes dans
l'engagement citoyen, je veux dire à travers des organisations de la société civile et tout, il y a bien longtemps. Et puis, nous pouvons vous rassurer que la cotisation n'est jamais effective lorsque vous dites, bon, étant membre de telle organisation, chaque mois, nous allons prendre pour habitude de payer 500 francs. C'est la raison pour laquelle tu n'auras plus même de membres au sein de cette organisation. Vous prenez le cas des partis politiques, c'est quand les périodes d'élection arrivent que vous allez voir ceux qui veulent être candidats payer leurs cotisations au sein de partis si ils ne le font pas. Et M. Anago l'a dit, c'est vrai, il y a quelques-uns qui payent leurs impôts. Mais rassurez-vous que la majorité paye à la veille des échéances. Et je voudrais saluer le génie qui a permis au gouvernement actuel d'instaurer cela. Parce que pour prétendre diriger un pays, un État, vous devez quand même être un bon citoyen de cet État-là. Parce que c'est vrai, être citoyen, ça vous confère, par exemple, des droits civils et politiques. Droits civils et politiques, ça dit quoi? Politique, ça dit, vous aurez le droit de voter, vous avez la possibilité aussi de compétir, d'aller aux élections, tout ça. Mais si vous n'êtes pas un bon citoyen, est-ce que vous êtes en réalité éligible? Point d'interrogation. Parce que les dirigeants, d'une manière ou d'une autre, sont suivis et ils sont aussi pris comme exemple. Si vous êtes pris comme un exemple et vous ne reflétez pas l'exemple véritablement, il y a un problème. Et c'est ça qui amène la confusion entre l'État et ces personnes-là. Donc c'est primordial. Si vous ne respectez au nom de n'importe quelle raison, si vous vous trouvez dans l'incapacité de respecter les lois de la nation, sachez que vous n'êtes pas un bon citoyen. Et être bon citoyen, je vais même dire, c'est un état d'esprit. Il y a, depuis un moment, moi j'ai pris une habitude. Il a dit, je me suis engagé. Désormais, je vais faire aussi la lutte pour la protection de l'environnement. Et lorsque je prends pied hauteur, quelque part, même si personne n'est là, j'ai des difficultés à jeter mon sachet un peu partout. Je garde ça dans ma main, je mets ça dans mon véhicule ou quelque part. Et c'est lorsque j'arrive à un endroit indiqué que je jette ça. C'est un comportement citoyen. Personne n'est là, personne ne me juge. Je le fais parfois, je suis même sous de moqueries pour des amis qui trouvent que, mais ça, je jette ça, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas les gens jettent un peu partout. Moi, je leur montre à travers ce comportement-là que je suis différent de ces de la masse, en fait. De la masse. Et bizarrement, je vais dire, ironie du sort, ces personnes qui autrefois faisaient des rareries autour de ce comportement-là, ont commencé par adopter le même comportement parce qu'ils disent-ils, si on ne jette pas ça maintenant à un endroit indiqué, ça il va réagir. Parce que je leur ai montré par plusieurs fois, ils jettent devant moi et je vais ramasser moi-même. Et je les garde sur moi pour aller jeter à des endroits indiqués. C'est déjà des comportements, même si vous êtes dans un environnement où vous êtes le seul, sur un environnement, dans une communauté de 1000 personnes, et vous êtes le seul à avoir de pareils comportements, ne soyez pas découragés. Si vous continuez, d'autres vont rentrer dedans, et c'est ça qui va nous amener aujourd'hui à aller vers la nation qui m'est chère. Parce que pour connaître même le développement, tous les pays qui ont connu le développement ou bien qui connaissent le développement, c'est des pays qui sont devenus des nations. C'est la nation qui construit le pays. La nation, lorsque vous avez cette unité, cette volonté de contribuer au développement, aux dépenses publiques et autres, vous n'avez pas de gêne à vous acquitter de vos devoirs. Mais on est dans un pays où tout le temps, on ne fait que critiquer et c'est à croire qu'il y a une baguette magique détenue par les dirigeants avec laquelle ils peuvent faire le miracle et comme ça ils peuvent régler tous les problèmes. Non, ils ne peuvent pas régler tous les problèmes. On peut au moins, pour les dédommager, on peut au moins les amener sur certaines pistes peut-être qu'ils ont omis pour telle ou telle raison. Oui, non, en fait, ce que nous disons, c'est pas la liberté qui est restreinte. Ce qu'on est en train de dire ne restreint pas la liberté, pas du tout. Mais on dit, votre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Oui. C'est-à-dire, il faut savoir critiquer dans les règles de l'art. Je peux ne pas être d'accord avec M. Anagonou, mais je n'ai pas besoin de dire, mais quittez là ce que vous voulez dire, vous dites n'importe quoi. Il faut trouver le mot approprié pour le faire. Il faut même parfois faire des critiques constructives. Mais lorsque il y a coupure,
vous savez, il y a des raisons qui justifient cela. On ne cherche pas à connaître les raisons. Tout de suite, on dit voilà, ils ont dit qu'ils peuvent vendre l'électricité à la Chine. Ils ont dit ci, ils ont dit ça. Personne ne cherche à réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que l'État ne voit pas ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que l'État est fier de ce qui se passe? L'État réfléchit continuellement. Il suffirait simplement qu'on voit que l'État est en train de faire des actions dans le domaine culturel. On va dire que l'État a délaissé les autres. Un peu comme si les autres ministères ne travaillent pas. Ils attendent à ce qu'on finisse, par exemple, la construction des monuments pour continuer à travailler. On n'a pas en fait encore ce sens du patriotisme. On n'a pas encore ce sens. Et ça agit même sur le dirigeant. Hein. Vous savez, en France, lorsqu'un citoyen, un seul citoyen a un problème, vous savez, l'État français peut mettre la vie de milliers, je vais dire, d'hommes armés pour sauver cette personne-là. Oui. Ce qui amène les gens à se comporter comme ça, c'est l'esprit de l'unité, c'est la conscience de l'unité, c'est la volonté de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre la vie de milliers de personnes en péril pour sauver cette personne-là. On a eu ce cas-là au Bénin où il y a eu un problème dans, je vais dire, dans le Septentrion, ou bien c'est là-bas. Oui. Sakenato. Moi, on n'était pas informé, mais regardez tout le bruit qui a été fait autour. Et on l'a rendu même hommage à ceux qui sont rentrés dedans. C'est l'esprit de l'unité. On trouve qu'une seule personne, c'est très cher pour nous. Mais nous sommes dans un état où, écoutez, on a dit paix aux âmes des disparus. Après le match du dimanche passé, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais au lieu de compatir à la douleur et demander aux gens à avoir des comportements citoyens, à avoir des comportements citoyens, on laisse et puis on s'attaque à l'État. Un peu comme si c'est l'État qui a engendré, bon, même si l'État peut faillir, on va faire le débat là peut-être après. Mais moi je me dis, lorsque vous avez l'esprit de l'unité, tout ce n'est pas le bouc émissaire vous cherchez, mais vous compatissez d'abord et on demande à l'État on demande à l'État maintenant d'ouvrir des enquêtes pour situer comme les responsabilités. Pour que ça n'arrive plus. On cherche déjà quelqu'un qui a fait ci, quelqu'un qui a fait ça. Ce n'est pas forcément de beaucoup. On va finir. Ce sera la dernière question. Cette fois-ci, le rôle de nos politiques dans cette éducation citoyenne à être de bons citoyens. Monsieur Staboufane, c'est maintenant vous parlez. Le rôle des politiques. Oui. Écoutez, je ne peux pas commencer à parler comme ça sans remercier ceux qui m'ont considéré comme père. Je voudrais juste leur dire que je suis tellement heureux que je n'ai même plus rien à dire parce que je constate que j'ai de très bons enfants qui ont suivi. Ils sont à l'image de leur père alors. Maintenant, quand vous me demandez le rôle des politiques, c'est délicat pour moi qui n'en fait pas. Oui. La politique, c'est très délicat pour moi. Mais j'estime que celui qui estime... Politicien, parce que politique et politicien, c'est pas toujours la même chose. Je suis politique, mais je ne suis pas politicien. Oui. Voilà. Celui qui a appris à ne jamais tuer un lézard, celui qui a appris à ne jamais brimer une femme parce qu'elle vend au bord de la voie, celui qui a appris à ne jamais jeter par-dessus bord les feuilles d'acassa parce qu'il a dévoré une bonne boule dans un taxi, celui qui remplit ces conditions-là, si tant est qu'il arrive en politique et qu'il demeure lui-même, je crois qu'il fera la politique autrement. Il lui sera très difficile de brimer, de voler, parce que c'est ça la caractéristique fondamentale des pays africains en général. Vous voyez ce qui s'est passé au Nigeria la dernière fois. J'étais à une conférence là-bas. Quand on m'a montré certaines choses, je me suis dit, mais comment est-ce qu'un seul individu peut s'arroger d'avoir des centaines de milliards? Même s'il dépensait 1 milliard par jour, ce n'est pas sûr qu'il puisse dépenser tout cet argent-là avant de mourir. Donc, l'Africain que nous sommes et les politiciens dont vous parlez doivent revoir totalement leur copie. C'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, ça fait partie intégrante des citoyens béninois qui n'ont pas le doigté qu'il faut, l'esprit de responsabilité qu'il faut, l'esprit de solidarité, l'esprit de faire la part des choses. Et dès que, même s'il y a inondation aujourd'hui, au lieu de dire, si on creusait la partie là, l'eau s'en irait. Non,
ceux qui sont là, qui sont concernés par l'inondation, vont commencer à crier ministre, maire de Cotonou, ainsi de suite. C'est tellement irresponsable pour les pays que moi j'ai visités. Si jamais quelque chose que passe à la Havane ou bien à Santa Clara, à Cuba, les gens ne savent même pas, ne cherchent même pas à savoir s'il y a un président. Ils font le travail. Parce que les gouvernants ne dorment pas, comme vous avez dit. Mais parce qu'ils ne sont pas venus là, en ce moment précis, à 1 minute d'intervalle, vous dites que vraiment, ce n'est pas la peine. Non, vous faites d'abord le travail qui est le vôtre, et puis ils vont intervenir. Donc, pour parler des politiciens, je crois que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas pour encenser le régime actuel. Ce qui se fait aujourd'hui, pour moi, c'est totalement différent de ce que j'ai toujours connu depuis que je suis né au Bénin. Et ça, je dis, ce n'est pas mal. C'est une chance pour le Bénin. Le Bénin a été tellement connu ces dernières années que des gens se sont demandé si ce pays existait vraiment. Mais le Bénin existait, mais il existait d'une autre façon avec des gens qui l'ont pris pour leurs choses privées. Aujourd'hui, le Bénin est mis sur le plateau pour que tout le monde le construise. Et on trouve de l'argent, il n'y a pas de... Je parle des politiciens en général. Hein. On dit, on va construire la route qui part d'ici pour aller au Carrefour là. Et le lendemain déjà, toutes les machines sont là pour commencer le travail. Parce qu'il n'y aura pas un seul éléphant blanc. Ça devait être dans la tête de tous les politiciens. Il faudrait qu'après mon départ, lorsqu'on va me voir, qu'on me dise, monsieur, franchement, merci pour tout ce que vous avez fait. C'est ça qui est important. Et le plus important, ce n'est pas ce que vous amassez ici. Encore, quand vous êtes religieux, parce qu'on ne va pas discuter de religion, mais quand vous connaissez ce que dit le livre auquel nous nous référons, les préceptes auxquels se réfèrent même nos parents, on dit, lorsque vous n'êtes pas derrière le couloir là, et que les gens qui sont là-bas parlent de vous en bien, alors que vous êtes très loin d'ici, remerciez l'Éternel, parce que ça ne s'achète pas. Donc, voilà un peu ce que je peux résumer par rapport aux politiciens. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, pour tout ce que vous avez déjà dit aujourd'hui. Monsieur Boniek Kanagono, vous avez la parole. Pour le mot de... Sur la même question, avant le mot de faire et également avant le mot de faire, rôle des politiciens dans cette éducation. Les politiciens doivent comprendre que ils constituent une vitrine pour la jeune génération que nous sommes. Ils doivent constituer l'exemple pour nous qui venons de derrière. Nous devons lire en eux cette volonté de nation dont parle Serge Defodji tout à l'heure. Ça devait être un état d'esprit. Ça devait être systématique, automatique, dès lors que on parle de la chose publique, dès lors qu'on parle Bénin, dès lors qu'on parle de l'État béninois, ça devait être en principe systématique. Donc je voudrais leur lancer cet appel-là. On vous a comme vitrine, travaillez à nous refléter une bonne image de vous pour que nous qui venons, nous soyons à même de faire également comme vous pour le développement de notre pays. Monsieur Defodji. Oui, je crois que tout a été dit, mais je voudrais... Quelqu'un a dit que Lougan, Oualougan, qu'est-ce que le loup cherche dans le gant? Et c'est dans cet esprit de Lougan que les politiques cherchent par tous les moyens de dépenser des milliards pour Lougan, pour Lou, le grand maintenant. Et c'est ce qui est très dangereux. Absolument. C'est le véritable problème en réalité des politiques. C'est ça. On a très peu de politiques propres. Politiciens. Propres. Si on doit en arriver à forcer le politique, le citoyen à être bon, ça veut dire qu'il n'est pas bon en réalité. Autrement dit, si on doit les forcer à payer leur impôt avant qu'ils n'aillent payer ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas de bons citoyens. Et lorsqu'on a instauré le quitus fiscal, c'est pour que désormais on ait des bons citoyens à la tête de nos nations. On devrait demander même à l'État de continuer les réformes dans ce sens pour qu'on ait pleinement des gens, des bons citoyens à la tête de nos nations. Le bon citoyen à la tête des nations, vous allez voir que les choses iront beaucoup plus naturellement. Les jeunes n'iront plus vers la politique pour aller gagner de l'argent. On va dans la politique pour servir. Développer, on va dans la politique pour contribuer au développement de son pays. On ne va pas en politique pour aller chercher son gagne-pain. Mais c'est ce que... Si un jeune dit « je veux », c'est que je ne veux pas dire tout le monde, parce que moi je suis un jeune politique,
J'aspire quand même contribuer au développement de ma nation, mais pas quand même en allant voler, pas quand même en ayant l'idée d'aller faire des fortunes là-bas. Si vous avez cet esprit-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas être un bon dirigeant. Absolument. Le bon dirigeant doit savoir que je veux aller servir. J'ai été toujours responsable de classe, j'ai été toujours responsable à l'université. Et à chaque fois, lorsque mes camarades m'appellent Respo, je dis, mais en réalité, je ne suis pas Respo, je suis serviteur. Serviteur parce que vous êtes assis en salle, c'est moi qui vais chercher les cahiers de tests, les cahiers de notes, c'est moi qui suis votre messager, c'est moi qui suis votre défenseur. Ouais. Là, je ne suis pas responsable. Le responsable est assis et il donne des ordres et vous exécutez. Mais ce n'est pas mon cas. Je suis un serviteur. Le politique doit avoir l'esprit de service. Surtout du sacerdotal. C'est important. Lorsqu'il a cet esprit, c'est que je veux aller contribuer au développement, il oublie tout le côté pécuniaire. C'est important. Mais s'il va pour gagner d'argent, c'est ce que nous voyons. Et on a très peu de politique épris de cet esprit-là aujourd'hui. C'est pour ça il importe une fois encore de remercier le télé, de remercier également le plateau, la journaliste qui dirige le plateau et dit il faut que de pareils sujets viennent très souvent pour susciter le changement de comportement en nous, parce que c'est important, il faut le faire. Sinon, nous aurons des difficultés à connaître ce qu'on appelle le développement, parce que sans la nation, on ne peut pas aller vers le développement. Si nous avons de bons citoyens, ils ne vont pas utiliser le peuple, sachant que tu n'as pas respecté la loi, sachant que tu as commis des infractions, on veut t'arrêter, mais tu balances sur la toile que non, c'est parce que tu es opposant. Et quand tu fais de cette manière-là, ce n'est pas bien. Des citoyens qui vont voir les chefs d'État d'autres nations, ou bien d'autres pays, pour venir intervenir dans leur... Est-ce que nous sommes en ce moment-là un État à part entière? Est-ce que nous sommes un État à part entière? C'est un problème. Et si vous pouvez avoir n'importe quel problème. Lorsqu'il s'agit, on dit, c'est le Bénin, tout le monde est debout. Et c'est en cela qu'on aura certainement de bons citoyens sur qui le Bénin peut compter pour connaître le développement un jour. Merci. Je pense même que si vous permettez, le chef de l'État en a fait cas lors de sa tournée d'avant la présidentielle de 2021. À Agban, ils ont précisément. Le chef d'État l'a dit, des politiciens dont même les parents disent vous comprenez? C'est-à-dire que les parents, il y a certains parents qui suscitent le vol chez leur fils. Et vous voyez, ceux dont on connaît le salaire, et ouais, Togan, des sous-là. Il y a donc voilà le type de Béninois qu'on a. Vivement que ça change le développement de ce pays. Et c'est pour ce changement que nous sommes là ce matin et nous avons dit tout ce qu'il fallait dire sur la bonne citoyenneté, être un bon citoyen, donc avoir pratiqué le civisme dans cette société. Nous ne prétendons pas avoir la science infuse, mais c'est notre contribution à l'éducation de nous tous qui nous amène donc à développer ces genres de thématiques. Merci vraiment, M. Toussaint Sagbé-Fanou, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite. M. Boniek Anagono, qui est juriste, merci énormément également à M. Serge Defodji qui est spécialiste en éducation. Merci à vous. Le premier plateau était constitué entre autres de M. Dayou qui lui était responsable d'une ONG, également M. Sogba qui est socio-anthropologue des cultures et des sociétés. C'était là les profils pour cette thématique. Merci de nous avoir suivis. Nous n'avons plus le temps de faire le jeu, malheureusement. C'est pas bien grave. On va remettre ça à la prochaine fois. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Moi, je vous dis à demain et mes invités vont vous retrouver peut-être sur d'autres thématiques à venir. Au revoir.